Mon indicatif radioamateur est F5 OZK, Oscar Zulu Kilo, et j'habite sur Marseille. Alors, je vais éviter de trop utiliser les termes radioamateurs parce que je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ne sont pas encore licenciés. Si je commence à rentrer dans le code international, le code Q, je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être Mais ça va leur faire du bien. Ouais, ouais, Ouais. si, ça va leur faire du bien. Tu peux y aller, vas-y. ça va les entraîner. Ok, alors attends, ce que je vais faire, comme j'ai deux écrans, je vais monter l'autre sur l'écran du haut. Comme ça, s'il y a des messages qui doivent passer, je pense que je devrais pouvoir les visualiser. Là, vous avez toujours la photo avec les deux radiosondes, hein? Ouais, ça marche D'accord. toujours. Ok. Bon, alors, pour vous présenter un petit peu le thème de ce soir, c'est bon, il va pas y en avoir pour 2 heures, hein, je vous rassure. C'est vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une radiosonde météo et surtout à quoi ça sert. Et comment les chasser, parce que je pense qu'à travers Dimitri ou d'autres copains, vous avez probablement déjà entendu parler de, de ces radiosondes météo de plus en plus et surtout à quoi elles servent puis voilà. Pour se dire que c'est grâce, à ces petits appareils, ces petits boîtiers que vous avez la météo le soir à la télé, hein. Voilà, et ça donne pas toujours de bonnes nouvelles d'ailleurs puisque j'organise une chasse au renard dimanche et on va avoir de la flotte, hein. On a eu un temps splendide toute la semaine mais il faut qu'il se mette à pleuvoir à ce moment-là. Enfin bon bref. Alors, donc une radiosonde météo, c'est quoi exactement? Donc, je vais voir si je peux tourner les pages. Alors, normalement, oui. Je ne sais pas comment, mais normalement, Ouais, oui. je n'aurai pas le replay, hein. Le replay ne marchera pas de mon côté. Ah, Ouais. le replay de quoi tu me parles? Ah oui, ça y est, voilà, c'est Vas-y, tu peux enchaîner, mais il n'y aura pas de replay exceptionnellement. d'accord. Alors, la radiosonde météo, ou dans notre jargon, on dit RS. Parce que RS, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme de radiosonde. Voilà, donc on utilise, si vous avez affaire un jour à des gens qui chassent ou qui connaissent un peu la chose, ben, vous verrez que ils prononceront souvent, plus souvent le mot RS que forcément, pas forcément radiosonde. Alors, au cours de cette présentation, nous allons donc plonger dans le monde de la radiosonde et comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle est si cruciale pour la météorologie et explorer en profondeur les motivations et les méthodes de ceux qui la chassent pour enrichir nos connaissances météorologiques. Parce que ça, je pense que tout le monde s'intéresse plus ou moins à la météo. Bon, je vais vous faire la lecture des slides que je vais vous passer. Et si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Sinon, on avisera à la fin si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une radiosonde? Alors, il est essentiel de comprendre, c'est ce que je marque dessus, ce qu'est une radiosonde. Une radiosonde, c'est un dispositif météorologique léger et compact qui mesure diverses variables atmosphériques telles que la température, l'humidité relative, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent. Et toujours en position GPS et en format décimal. Ça, je le précise parce que on verra ça un petit peu plus loin. Il existe des sites internet où vous pouvez suivre la trajectoire en temps réel des radiosondes. Et la position, elle est toujours marquée, sa position GPS est toujours marquée en latitude, en longitude. Alors, pour les jeunes qui ne savent pas, j'ai mis un petit exemple. Vous voyez ma souris qui se déplace ou pas là? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Ouais, donc sur cette image de gauche, vous avez la représentation de la Terre et la Terre est divisée en plusieurs segments, donc qui partent du pôle Nord jusqu'à l'équateur et puis de l'équateur jusqu'au pôle Sud. Et ces segments, on les appelle donc les latitudes. Et sur la partie d'à côté, c'est pareil, sur la Terre, vous avez du pôle Nord au pôle Sud, vous avez des segments qui sont en longitude. Et le croisement des deux, c'est ce qui donne la position latitude et longitude. Alors là, j'ai donné un exemple concret. J'ai pris Paris. Paris donne une position géographique, 48 degrés, 85, 58, 89, et longitude 2 degrés, 32, 00, 41. Donc vous avez ici les degrés décimaux, c'est ce que j'expliquais, donc c'est toujours un ou deux chiffres, point, et ensuite une série de chiffres. Sinon, il existe ce qui est peut-être connu aussi par certains d'entre vous, c'est les positions DMS, c'est-à-dire degrés, minutes et secondes. Donc cette même position donne 48 degrés, 51 minutes, 32 secondes. Voilà.
Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail des positions GPS. Le plus simple, c'est d'utiliser, je vous donne un exemple ici, hein, le plus simple, c'est d'utiliser les degrés décimaux. Ça, c'est important parce que quand vous avez des GPS de randonneurs, notamment, ils vous posent souvent la question si vous voulez avoir des degrés décimaux ou des degrés DMS. Voilà, mais parfois même, vous avez encore une troisième sorte, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, une radiosonde, alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une image sur la droite. Donc, vous avez un ballon ici. Vous avez une longueur de fil avec un parachute. Alors là, c'est les anciens modèles, hein. Maintenant, les nouveaux modèles, le parachute est intégré dans le ballon. Vous avez une longueur de fil et vous avez le petit dispositif, la radiosonde qui est ici. C'est une petite nacelle. Alors, je rentrerai dans les slides plus loin. J'expliquerai comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Mais voilà, voilà une ligne complète. Là, c'est un ballon qui a été, une sonde qui a été ramassée. Donc, vous avez ce qu'on appelle les restes du ballon, puisque le ballon il a éclaté, mais je vous expliquerai comment ça se passe. Vous avez le parachute, vous avez un petit dérouleur avec un petit ballon de baudruche, et vous avez 30 mètres de fil. Et sur les 30 mètres de fil, tout en bas, vous avez cette radiosonde, la fameuse R. En l'occurrence, c'est une radiosonde de type M20. Alors, pourquoi 30 mètres de fil? Parce que la sonde, vous avez ici une petite antenne et elle émet des trames par voie radio. Je vous donnerai les fréquences un peu plus loin, toutes les secondes, et qui donnent sa position, latitude, longitude, sa vitesse, l'hydrométrie, la température et son altitude, bien évidemment. Et donc, quand le ballon part du carrousel, donc c'est un espèce de grand conteneur avec une grosse cheminée, vous avez ici une ouverture qui se fait et puis le ballon qui décolle. Alors, quand le ballon décolle, il est évident que s'il y avait 30 mètres de fil dès le départ, bah, ça risquerait de se prendre dans l'armature du carrousel. Donc, ce qu'ils font, en fait, le fil, il est enroulé dans ce petit tube, les 30 mètres de fil, et en fait, ce petit ballon de baudruche, il a pour effet de ralentir le déroulement du fil. Voilà, c'est pas un ballon qui est gonflé. C'est une petite astuce toute bête, en fait. À l'intérieur du tube, vous avez ce ballon, et dans le ballon, vous avez ce ballon de baudruche, vous avez les 30 mètres de fil qui sont entourés autour. Et quand vous avez l'ensemble qui se lève, eh ben, le ballon, il freine le fait du déroulement du fil, sinon on va tous se déploierait d'un coup. Voilà en gros, hein. Ensuite, alors la vitesse d'une radiosonde, la vitesse de montée d'une radiosonde, elle est d'environ 5,5 mètres secondes. Bah, ça tourne plus autour de 6 mètres secondes, mais en gros, c'est 5,5, ça fait à peu près 20 km/h. Donc, la sonde monte à une vitesse de 20 km/h jusqu'à environ 30 km d'altitude. Donc, on voit ici le petit carrousel je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous avez la sonde, puis vous avez un petit schéma qui vous montre où la sonde, bah, elle traverse le jet stream, elle traverse le couloir aérien des avions, elle continue de monter et elle peut monter jusqu'à la stratosphère, un petit peu au-delà de 30 km d'altitude, 30 000 mètres. Alors la stratosphère, c'est grosso modo, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est grosso modo la frontière entre notre atmosphère et l'espace. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'aller plus haut, hein. Donc la durée de la montée, elle se fait sur 2 heures. Et la descente, une fois que le ballon est éclaté, il y a à peu près 1 heure de descente avec le parachute. Alors, comment ça se passe? La vitesse de descente, elle ne se fait pas aussi droite que ça, hein. Parce que quand le ballon éclate, euh, vous avez tout le paquet qui descend d'un coup, et le temps que le parachute se déploie, il est évident qu'il y a un laps de temps où la descente, elle peut atteindre 80 km/h, hein. Alors, comment ça se passe? Quand vous gonflez un ballon, le ballon, alors je crois que je l'explique plus, moi je me souviens plus, mais le ballon, il est gonflé. Bah si, je crois que je l'ai noté plus loin, je vous l'expliquerai comment ça fonctionne. Je vais pas tout mélanger, sinon on va plus s'en sortir. Euh, donc la vitesse peut atteindre 80 km/h sur la descente. Et au passage du jet stream, alors le jet stream, c'est les courants d'air violents qui se trouvent entre 10 et 15 000 mètres d'altitude. C'est exactement là où se trouve le couloir aérien des avions. Vous avez probablement déjà entendu parler que si vous faites un vol aérien entre Paris et New York, bah, vous mettrez souvent plus de temps
que si vous faites un New York-Paris où le temps sera plus court et quelquefois même sur cette même distance, vous pouvez gagner 2 heures de vol. Alors dire, mais comment c'est possible? L'avion, il vole pas plus vite. Simplement, il est transporté par les vents. Donc, comme c'est souvent des vents d'ouest en est, eh ben, les avions, quand ils reviennent sur la France, ils sont poussés par le vent. Et le vent, c'est quand même important parce que, vous voyez, c'est marqué là, ça peut souffler jusqu'à 400 km/h. Alors, quand vous avez un avion qui vole à 950 000 km/h et puis qu'il a en plus 400 km/h de poussée dans le dos, vous imaginez bien que ça avance vite, quoi. Et en plus, ça économise du carburant. Mais quand vous partez de Paris, vous allez sur New York. Donc voilà, c'est là où se trouve le jet stream. Et le jet stream, c'est que ça a quand même toute son importance parce que c'est lui aussi qui transporte les nuages que l'on voit au-dessus de nos têtes, hein. Voilà. Donc, quand vous avez la radiosonde qui descend au niveau du jet stream, je vous laisse imaginer, elle vole pratiquement à l'horizontale avec la vitesse du vent, hein. Alors, il peut y avoir des vents de 400 km/h en altitude à 12 000 mètres, pardon, et puis pas de vent au sol, hein. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. La température à cette altitude, elle peut monter à moins 60 degrés alors qu'il peut faire 20 degrés en surface terrestre. Donc c'est important, c'est toutes ces températures, c'est ce qui donne justement ces déplacements de nuages, ces déplacements de vent, etc. Donc ces données, elles sont essentielles pour les prévisions météorologiques, à la recherche climatique et la compréhension des phénomènes atmosphériques, pardon. Ce qui nous permet in fine d'avoir la météo le soir à la télé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La météo, quand vous la voyez à la télé le soir, c'est pas des paroles qui sortent de comme ça. Il y a tout un tas de calculs qui sont faits derrière grâce à ces radiosondes. Alors, je vous ai mis sur la photo de droite euh, une trajectoire de montée de radiosonde en 3 dimensions. C'est-à-dire que ici, en fait, c'est en grosso modo, enfin, peu importe le lieu, mais ici, c'est le départ de Nîmes. Et ici, grosso modo, il est arrivé sur Marseille. Donc, ce qui est en bleu clair, c'est la phase de montée. Alors, vous voyez, c'est pas une montée droite, c'est une montée constante, mais en fonction des vents, vous voyez, ça peut varier. Elle va sur l'est, elle revient sur l'ouest, etc., jusqu'à l'éclatement du ballon. Et ensuite, il y a la descente que vous avez en vert. Si le parachute est bien déployé, voilà la descente qu'elle peut donner. Alors, il existe 5 pas de tir en France. Alors, vous en avez un, je l'ai bien marqué là, vous en avez un, alors, pour ceux qui sont de l'Oise, puisque je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus, le centre de pas de tir le plus proche de Météo France, il se trouve, alors nous on dit Paris, mais en fait c'est pas Paris, c'est sur la ville de Trappes. C'est le 92 si j'ai bonne mémoire. Vous en avez un sur Bordeaux, vous en avez un autre sur Brest, vous en avez un autre sur Nîmes, que je vous disais tout à l'heure, et vous en avez un autre en Corse sur Ajaccio. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des centres de tir de partout. En France, les 5 suffisent, hein. Alors, alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas sur l'Est? Ben, pour la simple et bonne raison que si vous regardez la météo le soir à la télé, bien souvent, les vents sont des vents de ce que je vous disais tout à l'heure, des vents d'ouest en est. Donc, il n'y a aucun intérêt de mettre un centre de tir français sur l'est de la France, sachant que à 96% du temps, la sonde elle volera au-dessus de l'Allemagne ou au-dessus de la Belgique. Donc, si c'est pour donner des données atmosphériques aux collègues d'à côté, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi il n'y a pas de centre de tir sur l'est de la France. Sur Nîmes, c'est important parce qu'on a le couloir rhodanien qui se trouve ici, où on a souvent du Mistral, etc. Bon, sur Ajaccio, il faut bien aussi qu'ils aient des données sur l'île, c'est quand même important. Sur Bordeaux, ben, comme vous avez Toulouse, qu'elle a, ben, le siège de Météo France se trouve sur Toulouse. Et puis comme ça va d'ouest en est, la plupart du temps, c'est bien d'avoir les données sur ce secteur. Et la même chose pour Brest. Voilà pour les 5 centres de tir. Alors, il faut savoir que ça, ce sont des centres de tir agréés Météo France. Mais il existe aussi d'autres centres de tir qui ne sont pas forcément visibles. Alors, on a des centres de tir occasionnels comme l'OHP, ce que j'ai marqué là-haut. Alors, l'OHP, c'est l'Observatoire de Haute-Provence. Alors, l'Observatoire de Haute-Provence, c'est un observatoire un peu comme vous avez à Meudon, en région parisienne, mais qui se trouve, nous, à la ville de... Bon, bref, ça m'échappe. Enfin, il se trouve dans le 04. Et c'est le CNRS qui balance des sondes à peu près une fois par semaine
Alors avant, c'était régulier, c'était tous les mardis à 11 h, mais maintenant, c'est en fonction du personnel de disponible. Donc une fois, il y a un tir le mardi, des fois le mercredi, des fois le jeudi, des fois, il n'y a pas de tir du tout, des fois, c'est le matin, c'est des fois l'après-midi, enfin, c'est un petit peu la bérésina. Mais cette sonde, elle est assez prisée chez nous. Alors malheureusement, ça, vous ne trouverez pas ce genre de radiosonde dans votre secteur, puisqu'il n'y a que l'OHP qui le fait. Elle est munie d'une grosse nacelle, en fait, qui permet de calculer la couche d'ozone, en plus des relevés atmosphériques, comme sur une radiosonde standard. Donc, on le voit sur l'image de droite, vous avez la radiosonde standard, en fait, qui est accolée à la grosse nacelle, et vous avez, elle est reliée par un système de nappe électrique. Et là, vous avez un petit mécanisme à l'intérieur avec un tube qui sort ici. Et quand ça arrive en altitude, en fait, le système mécanique aspire l'air externe et toutes les particules qui sont dans la haute altitude. Et ces particules, vous avez à l'intérieur vous avez deux petits tubes avec des réactions chimiques. Et ces particules tombent dedans et ça leur permet de calculer et d'envoyer à travers la radiosonde, en plus des éléments qu'on a, la pollution qu'on peut avoir sur les altitudes. Voilà, ce qui permet d'avoir sur la région parisienne, notamment Air Paris, qui se trouve au sol, et puis ce truc-là qui se trouve en altitude, et ce qui permet de savoir où en est la couche d'ozone. Donc ça, c'est un peu particulier. Ou alors, sur notre région, on a encore le site de Cadarache. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cadarache, c'est un centre un centre d'essai nucléaire, mais alors c'est pas des bombes nucléaires, hein, c'est pour l'énergie atomique. Et ils font des campagnes de tir à peu près une fois par an, ou pendant une petite semaine, ils lancent des radiosondes pratiquement tous les jours. Alors c'est des radiosondes en fait qui sont ce qu'on appelle en vol court, c'est-à-dire qu'ils ne montent pas très haut en altitude. Généralement, ça monte à 8-9 000 mètres grand maximum. Parce que en fait, le but, c'est de voir si un jour il y a une fuite, si un jour il y a une fuite radioactive, savoir dans quel sens les vents pourraient porter ces électrons radioactifs, on va dire entre guillemets. Donc voilà, c'est plutôt, on va toucher du bois pour que ça n'arrive jamais, mais bon, par mesure de sécurité, ils font quand même des tests de temps en temps. Ou encore, vous avez des centres militarisés, comme la Direction générale de l'armement. Alors vous avez ce qu'on appelle la DGA. Alors chez nous, on a l'île du Levant, qui est militarisé, où vous avez un grand centre militaire qui se trouve à Caen-Juers, aussi pareil en région PACA. Et en fait, eux, ils balancent des radiosondes, c'est pour calculer les impacts d'un lancement d'obus en fonction de la vitesse du vent et de l'altitude. Parce que vous imaginez bien que quand vous avez un missile ou un obus qui part en altitude, alors évidemment, vous avez une courbe convexe, parce que par son propre poids, à un moment donné, ça redescend. Mais si elle veut toucher son objectif, alors là, je parle volontairement d'un obus, hein, je ne parle pas d'un missile, parce que les missiles, ils sont munis de têtes GPS et ils sont guidés par satellite, hein. Donc là, je parle d'un simple obus. Donc si par exemple, je sais pas moi, sur le centre de Conjuers, s'ils veulent tirer un obus sur un navire en mer, s'il n'y a pas de position GPS, ils tirent à vue, quoi. Ils tirent avec des obus. Alors donc là, ils envoient des radiosondes pour calculer la vitesse du vent et pour recalculer la trajectoire de l'obus pour qu'il puisse toucher son objectif. Donc ça, on a des tirs pratiquement toutes les semaines aussi. Mais vous imaginez bien que quand c'est un tir qui part de l'île du Levant, qui se trouve dans le sud de la France, en face de Toulon, pour situer un peu géographiquement, il y a 96% de chances, 98% de chances que la radiosonde elle parte en mer, quoi. Donc on a très peu de chances de les récupérer. Moi, j'ai eu la chance d'en récupérer une fois parce qu'il y a eu un vent inverse, un vent de secteur sud en direction du nord et qui nous l'a ramené sur la région de Marseille. Et j'ai pu en récupérer deux comme ça. J'ai pu en récupérer deux. Donc c'est des modèles de sondes un petit peu différentes, mais qui marchent, ma foi, très bien. Mais ça, vous les aurez pas sur le site. Vous imaginez bien que ça, vous les aurez pas sur le site de suivi de radiosondes en direct que je vous donnerai tout à l'heure. Parce que sinon, si l'armée dévoile ça, après c'est trop facile. Alors, comment fonctionnent les radiosondes? Alors voilà, là on va y venir. Alors la radiosonde, c'est généralement fixé à un ballon, évidemment, rempli d'hélium ou d'hydrogène. Alors, l'hélium et l'hydrogène, c'est sensiblement le même gaz, à la différence que l'hélium, c'est un gaz naturel qu'on trouve sur Terre, mais qui se fait rarissime.
On ne trouve pas de l'hélium aussi facilement qu'on pourrait trouver du gaz de ville pour se chauffer à la maison. Et l'hélium, il a la particularité d'être malléable. Et c'est-à-dire que quand il prend de l'altitude, c'est un gaz, en fait, c'est un gaz qui s'échappe dans l'air, qui monte, qui est plus léger que l'air. Voilà, je cherchais le terme. Ou alors de l'hydrogène. De l'hydrogène, pareil, qui est à peu près. Alors, l'hydrogène, l'avantage, c'est qu'on peut la fabriquer. Alors, ça coûte cher, mais on peut fabriquer de l'hydrogène. L'hydrogène, bah, c'est simple. On met des électrolyses dans de l'eau et en fait, on sépare les molécules d'eau et d'hydrogène. Voilà, c'est comme ça que ça se fabrique. D'où la formule H2O. Je pense que vous avez déjà entendu parler à l'école. Et voilà, donc on peut fabriquer. Alors moi, je sais que le site de Nîmes, j'ai eu l'occasion d'aller le visiter, et ils fabriquent leur propre gaz eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils envoient évidemment de l'électrolyse, ça bouillonne l'eau, puis ça sépare les molécules, et ça permet de récupérer d'un côté l'eau et de récupérer le gaz de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous mettez de l'eau gazéifiée, quand vous ouvrez le bouchon de votre bouteille, ben, vous avez les petites bulles qui remontent. Ben, en fait, on pourrait presque considérer que les petites bulles qui remontent, quand elles éclatent, ben, elles créent quelque part de l'hydrogène. Pourtant, on n'en voit pas de courant électrique à l'intérieur, mais c'est un petit peu ça, si vous voulez. Mais l'eau reste telle qu'elle est. Voilà, donc l'avantage de ces gaz-là, c'est que comme ils sont très légers, quand le ballon part du sol, il fait, bah, c'est ce que je marque en dessous, voilà, le ballon au lâcher, il fait à peu près 3 mètres de diamètre. Alors c'est une grande enveloppe, c'est du latex, hein, c'est comme une grosse capote, hein, je vais peut-être faire rire certains, mais c'est comme une grosse capote. Donc on la gonfle avec ce gaz, et ça fait à peu près 3 mètres de diamètre. C'est pour ça qu'on voyait sur cette première photo tout à l'heure, le lanceur, où on voit cette grosse cheminée. Là. Cette grosse cheminée, en fait, elle fait à peu près 3 mètres de diamètre. Et au fur et à mesure que le ballon monte en altitude, bah, l'air se raréfie. L'air se raréfiant, bah, le gaz il se dilate. Donc le ballon il gonfle de lui-même. C'est comme quand vous gonflez un ballon de baudruche et puis que vous le lâchez quand il part dans l'atmosphère. Bah, en réalité, le ballon il va pas se perdre, il va pas se perdre dans l'espace. Hein. C'est qu'à un moment donné, le gaz qui est à l'intérieur, bah, il va se dilater et puis jusqu'à ce que le ballon éclate, tout simplement. Donc généralement, ça monte jusqu'à peu près 30 km d'altitude à la limite de la stratosphère. Et là, le ballon va atteindre à peu près 10 mètres de diamètre. Donc, ouais, pour vous dire que c'est un ballon qui est quand même, un ballon latex, c'est quand même assez impressionnant quand ça fait 10 mètres de diamètre. Je vous laisse imaginer. Et bah, après, il y a un moment donné, le gaz, bah, il a plus de place pour se dilater, donc ça fait éclater le ballon. Et c'est là que rentre en compte le parachute qui lui s'ouvre et fait redescendre tout l'ensemble sur Terre. Alors, les nouveaux systèmes de type M20, les nouvelles radiosondes de type M20 de chez Modem, c'est qui est le fabricant, c'est des radiosondes qui font 30 grammes. Donc, elles sont prévues au niveau de la spécification pour descendre sur Terre sans parachute. C'est-à-dire qu'on l'a fait monter qu'un ballon, le ballon l'éclate. Alors, 35 grammes qui tombe, qui vient du ciel, ça peut pas, ça fera un impact au sol, mais ça n'ira pas bien loin. Hein. Si vous prenez une radiosonde qui vous tombe sur la tête en polystyrène qui fait 35 grammes, ça va pas vous ouvrir le crâne en deux. Hein. Voilà, donc le parachute, bon, en discutant avec Météo France, nous les chasseurs, ça nous intéresse déjà, parce que ça permet de freiner la descente. Et, euh, et ça permet de la suivre en même temps. Hein. Et surtout, une fois qu'elle est au sol, de la visualiser, parce qu'un parachute, ça fait à peu près 1 mètre de diamètre. Quand c'est au sol, c'est plus facile à voir qu'une toute petite radiosonde de 35 grammes qui doit faire 10 cm. Pour la voir au sol, c'est pas évident. Hein. Voilà, mais par raison de sécurité, ils la font descendre en parachute. Voilà, donc au fur et à mesure qu'elle monte en altitude, la radiosonde, elle transmet en continu des données par trame toutes les secondes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'elle collecte vers une station Météo France au sol. Alors Météo France, lui, il a besoin de connaître en fait les, les données jusqu'à 15 km d'altitude. Ils n'ont pas besoin franchement d'avoir un truc jusqu'à 30 000 mètres. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce qui se passe au-dessus du jet stream, ça n'a pas franchement d'intérêt. Parce que le jet stream, c'est lui qui véhicule les nuages. Donc nous, c'est ça qu'on a besoin, parce que les nuages sont porteurs de brouillard, de pluie, de plein de choses. Donc ce qui se passe au-dessus de 15 km/h, de 15 km d'altitude, pardon, ça n'a pas un grand intérêt pour Météo France. Donc la spécification permet de le faire 2 fois l'altitude au cas où.
Voilà, les données ensuite, elles sont utilisées pour créer des profils verticaux de l'atmosphère permettant aux météorologues de comprendre la variation des conditions atmosphériques à différentes altitudes. C'est-à-dire que toutes les radiosondes, elles sont balancées en même temps à la même heure. Et toutes ces données, en fait, Météo France récolte toutes ces données sur un ordinateur. Et ces données sont retransmises en temps réel sur un central qui se trouve à Toulouse, qui récolte toutes les données de tous les sites de météo et qui font une petite analyse de tout ça. Et après, bah, c'est ce qui permet de se dire, ah bah tiens, il y a un anticyclone qui se déplace, il y a une dépression à tel endroit, et puis il va y avoir des vents à tel endroit, de la pluie à d'autres, etc. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir toutes ces données. Alors, le vol, la durée d'un vol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure également, il y a 3 heures. Il faut compter à peu près 3 heures de vol, c'est-à-dire 2 heures pour l'ascension, pour la montée, et 1 heure pour la descente. Alors, les températures de l'atmosphère, elles varient de 0 degré aux environs de 4500 mètres d'altitude. Donc, à 4 kilomètres au-dessus de notre tête, 4 kilomètres et demi, il fait zéro. Et jusqu'à la hauteur des avions, c'est-à-dire dans le couloir aérien entre 10 et... Enfin, les couloirs aériens, c'est 12 000 mètres. À 12 000 mètres, il fait moins 60. Si un jour vous êtes dans un avion et vous demandez à l'hôtesse quelle température il fait à l'extérieur, ben, vous le dira et vous verrez qu'on ne sera pas loin des 60-65 degrés en négatif. Voilà. Alors, il existe plusieurs types de marques de radiosondes, comme Météo Labor. Alors ça, c'est des marques de fabricants, entre autres. Donc voilà, j'ai photographié, par exemple, sur la photo de gauche, ce sont les fameuses radiosondes militaires, les RS-41. Voilà, il existe aussi des RS-17, enfin un peu le même genre, qui sont utilisés par les militaires. Ça, c'est celle qu'utilise Météo France. Alors, il y avait la M10 qui était l'ancien modèle, et maintenant ils sont passés à la M20, qui a l'avantage de d'être 2 fois moins lourd, 2 fois moins encombrant, mais qui a un inconvénient pour nous, chasseurs, c'est que les anciennes M10, elles sont alimentaires. Évidemment, il faut une énergie dedans hein, pour que l'émetteur envoie des trames toutes les secondes. Ça marche avec des piles. Et la M10, en fait, c'était des petites piles d'1,5 V et vous en aviez 4 de mémoire dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça fait 6 volts. Donc avec 4 piles d'1,5 V, ben, la radiosonde, elle pouvait rester alimentée pendant une bonne vingtaine d'heures. C'est-à-dire que même une fois qu'elle atterrissait, une radiosonde qui arrivait en pleine nuit, vous pouviez aller la chasser le lendemain matin ou le lendemain après-midi, elle fonctionnait encore. L'inconvénient de la M20, c'est qu'elle est beaucoup moins gourmande. Donc, elle est alimentée toujours par une pile, mais c'est une pile qui est un peu plus grosse, c'est une pile de 3 volts, une seule pile de 3 volts. Donc, il y a déjà 2 fois moins de tension. Donc, 2 fois moins de tension, dit 2 fois moins de durée. Donc, l'hiver, je vous laisse imaginer, des fois même les radiosondes, elles s'arrêtent d'émettre avant même de toucher le sol. Donc, Météo France, lui, eux, ils s'en fichent un petit peu parce qu'ils ont leurs données sur la phase de la montée, c'est ça qui les intéresse. Et sur la phase de la descente, bon, ils me disent qu'ils récupèrent les données, mais ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais en attendant, nous, ça nous intéresse parce qu'on a besoin de suivre par GPS la position de la radiosonde et de pouvoir la retrouver au sol. Donc là, on est obligé de changer un petit peu nos méthodes de chasse. Les M10, quand elles atterrissaient, on y allait un petit peu quand on avait le temps. Mais maintenant, les M20, il faut pratiquement partir sur le terrain, se faire une prévision, savoir à peu près où elle va atterrir et partir en même temps qu'elle elle démarre. Voilà, et se rendre sur les lieux et essayer d'arriver sur le site avant elle. Voilà, donc c'est des méthodes qui sont un petit peu plus rock'n'roll, mais qui sont, ma foi, qui sont pas mal aussi. Alors, sur quelle fréquence on peut écouter toutes ces radiosondes? Alors, la tranche de fréquence utilisée, c'est entre le 400 et le 406 mégas. C'est ce qu'on voit ici. Alors, le plus utilisé, globalement, c'est le 405. Ou 405-400, ce qu'on appelle pour le mulet. Alors, le mulet, c'est quoi? Nous, chez nous, à Nîmes, elles sont sur le 405 mégas. Hein. C'est-à-dire que Météo France balance une sonde, mais il se peut que des fois, il y ait une avarie sur la phase montante de cette radiosonde. Alors, des fois, elle marche pendant une demi-heure, puis après, tac, elle s'arrête, il n'y a plus rien. Et Météo France a besoin quand même d'avoir des données au-delà de ce qui se passe d'une demi-heure. Ou des fois, le ballon il est percé, ou il y a une fuite. Il y a une fuite de gaz, donc le ballon, au lieu de continuer de monter, en fait, il vole à l'horizontale, et puis ça parcourt des centaines de kilomètres, hein, ça arrive. Hein. Donc, comme ils ont besoin de données fiables et que la radiosonde monte jusqu'à 30 000 mètres d'altitude,
Et ben, s'il y a une anomalie sur la première radiosonde, à ce moment-là, ils envoient ce qu'on appelle le mulet, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le mulet, c'est-à-dire ils envoient une deuxième radiosonde. Voilà, donc il y a toujours, c'est comme une roue de secours. Vous crevez, ben voilà, vous avez toujours une roue de secours pour vous dépanner. Ben là, c'est la même chose. Alors bien évidemment, ce mulet, il émet sur une fréquence qui est différente de la première. Parce que si vous avez, la première, on prend le cas de figure d'une fuite de gaz. Si vous avez une fuite de gaz, bah, ça n'empêche pas la radiosonde de continuer d'émettre. Si vous balancez, je sais pas moi, un quart d'heure ou 20 minutes après, une deuxième radiosonde qui émet sur la même fréquence, bah, vous avez les trames des 2 qui vont se percuter et puis pour récupérer les données, ça va être plus compliqué. Donc ça émet forcément sur une fréquence différente pour éviter, à ce que les trames se chevauchent l'une sur l'autre. Alors sur Brest, bah, ils sont sur le 404, sur le Bordeaux 402-800, 403 pour Ajaccio. Et enfin, Trappes, pour ceux qui s'intéressent à la région parisienne, c'est sur le 401 mégas. Voilà, donc c'est pareil. Alors, je connais pas trop, j'ai jamais chassé, la chance de chasser une radiosonde de la région parisienne, mais je pense que ça doit être sur le 401, 401 400 peut-être, ou 401 200, enfin dans ces eaux-là, je pense, le mulet. Mais ce qui pourrait vous intéresser, c'est pour ça que j'ai rajouté cette ligne. Vous avez aussi un centre de tir qui se trouve dans le sud de l'Angleterre, sur la ville de Hertfordshire. Et l'Angleterre, eux, ils balancent des radiosondes de type RS-41 sur le 405-800. Alors, j'en ai parlé à Dimitri. Quelquefois, quand vous avez des vents de secteur nord vers sud, eh ben, vous avez des radiosondes du sud de l'Angleterre qui traversent la Manche et qui atterrissent en France. Et quelquefois même sur la Picardie. Donc, je dirais que vous aurez peut-être plus de chances, de probabilité de récupérer des sondes anglaises que de récupérer des sondes de la région parisienne. Voilà. Enfin, je dirais peut-être pas plus de chance, mais je dirais chance équivalente. Et celles-ci sont tracées sur le site de suivi, hein, donc vous pourrez les voir. Alors ensuite, voilà. L'importance des données de la radiosonde. Alors les données collectées par les radiosondes sont d'une importance capitale évidemment pour améliorer les précisions et les prévisions météorologiques. Elles permettent de surveiller le comportement et phénomènes météorologiques tels que les dépressions atmosphériques, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les fronts froids, les fronts chauds, ainsi que les événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les ouragans, et les données sont également essentielles pour la recherche climatique et la compréhension des tendances à long terme. Parce que c'est grâce aussi à ça qu'on sait qu'il va y avoir une tempête, etc. Alors, voilà le détail d'une radiosonde. Alors, on va en prendre les plus récentes, les fameuses M20. Alors voilà, vous avez le petit boîtier en polystyrène qui est bardé d'électronique à l'intérieur avec sa pile de 3 volts. Là, en dessous, bah, vous avez l'antenne qui permet de, quand elle vous envoie les transmissions en 400 mégas, bah, c'est l'antenne qui transmet les données. À l'intérieur, vous avez un baromètre. Vous avez à l'intérieur un GPS. Donc la sonde, elle est suivie par satellite. Elle a toujours sa position en temps réel, latitude et longitude. Là, c'est le petit bouton marche-arrêt. Ici, vous avez le sensor qui permet d'avoir le taux d'humidité, l'hydrométrie de l'atmosphère. Et là, vous avez une petite sonde tout au bout qui permet d'avoir la température. Voilà. Donc, globalement, toutes les radiosondes sont équipées de la même manière. Elles ont toutes une petite tige métallique où vous avez ces données-là. Voilà, les anciennes M10, c'est pareil, vous avez la même chose. Si je reviens sur la photo d'avant, voilà. Ici, c'est pareil, vous voyez, ici sur le C, bah, vous avez le même type de capteur. Ici, vous avez le même type de capteur. Voilà, vous avez toutes ces données-là sur tout type de radiosonde. Alors, la chasse à la radiosonde, la motivation et les méthodes. Les motivations et méthodes. Là, on va aborder maintenant l'aspect passionnant de cette conférence, parce que, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément tout ce qui se passe à travers la montée, mais c'est plutôt nous, ce qui nous intéresse en tant que radioamateur, ou écouteur, ou chasseur, c'est ce qui se passe sur la descente. C'est là où nous, on intervient. Alors, pourquoi certaines personnes se lancent dans cette quête? Et alors, voici quelques-unes des motivations, des méthodes associées à cette activité. Alors, les collectes de données supplémentaires. Alors, les chasseurs de radiosondes sont souvent des amateurs de météorologie qui souhaitent contribuer à la collecte des données météorologiques en récupérant des radiosondes après leur descente. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires aux agences météorologiques locales. Alors, on pourrait, mais bon, globalement, on ne le fait pas. Voilà, parce qu'ils ont suffisamment de données pour qu'on puisse leur en apporter des complémentaires. Mais pour vous donner un exemple, sur la partie gauche, les écrans que vous voyez, c'est un logiciel que j'utilise Météo France qui s'appelle EOScan.
Alors Eoscan, voilà, c'est ce logiciel qui permet de recevoir toutes les données. Il donne la position géographique sur la carte en temps réel de la sonde. Ici, vous avez les courbes d'hydrométrie, les courbes de température, les vitesses de vent, etc. Enfin voilà, ils ont tout ça. Et en fait, sur la partie droite, nous, on a la chance d'avoir différents logiciels qui permettent d'avoir les mêmes données. Alors, c'est évidemment, c'est formulé différemment par rapport à leur logiciel, mais on a exactement les mêmes choses. Voilà, et on a les positions. Alors ici, on ne le voit pas très bien parce que l'image est un peu floue, mais on a le type de radiosonde, mais je crois qu'on le voit sur une autre image un peu plus loin. On a les températures, les vitesses de vent, etc., le type de radiosonde que c'est, etc. Voilà, donc j'ai eu la chance, je vous disais tout à l'heure, d'avoir pu me rendre sur le site de Météo France, où je leur ai fait une démonstration aussi de ce que l'on avait, nous, de notre côté, pour décoder tout ça. Et là, ils étaient scotchés parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait être équipé de la sorte et qu'on pouvait finalement avoir et recevoir les mêmes données qu'eux. Voilà. Donc que nous, on les garde de façon particulière, puis eux, bah, les conservent pour le central comment ça s'appelle, de l'ordinateur qui permet après de générer toutes ces informations et d'avoir la météo à la télé, hein. Voilà, donc, alors comment j'ai eu l'occasion d'aller les voir, c'est simple, c'est que quand on est passé de la catégorie des M20 à la catégorie non, des catégories des M10 à la catégorie des M20, Météo France, on a la chance de faire partie d'un groupe sur Internet. Je vous donnerai le lien après, où pas mal de monde, tous les chasseurs de France sont inscrits dessus, mais il y a aussi des gens de Météo France qui sont inscrits dessus, qui se manifestent pas forcément, mais qui sont inscrits dessus et qui voient passer justement nos données de temps en temps, nos comptes rendus, etc. C'est pour ça que ces fameuses informations supplémentaires, bah, ça les intéresse aussi, eux, de savoir comment se pourrait comporter la descente d'une radiosonde, si le parachute s'est bien ouvert, s'il s'est mis en friche ou pas, si les suspentes se sont emmêlés ou pas, enfin voilà. Donc ça les intéresse aussi de savoir à travers nous, nos comptes rendus, de savoir un petit peu comment s'est déroulé le vol. Parce qu'eux, ils ont tout l'avant, mais nous, on a tout l'après. Donc s'ils peuvent avoir un ensemble, c'est bien pratique pour eux. Et quand ils sont passés donc de la catégorie M10 à la catégorie M20, bah, ils avaient lancé un message en disant, bah voilà, nos toutes nouvelles radiosondes, bah, on va faire des tests, on va les balancer. Le site précurseur était celui de Nîmes, donc ça tombait bien puisque c'était sur notre région. Et ils nous ont dit, bah écoutez, les premiers qui chasseront les premières radiosondes et qui nous les ramèneront, ben, on leur offrira la possibilité de visiter le site de Météo France. Donc voilà, on s'est retrouvés 4-5 personnes là, à aller voir Météo France avec nos petits trophées qu'on a retrouvés. Et ils nous ont permis de nous faire visiter tout ce site. C'était extrêmement intéressant. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je vous donnerai le lien, pareil si vous voulez le voir. Alors ça s'est passé à l'époque où il y a du Covid, donc vous verrez, on porte tous le masque, mais ça n'empêche pas de voir que le fond du sujet est quand même intéressant. Alors, pour la chasse à la radiosonde, il existe plusieurs probabilités de chasser une radiosonde. Alors c'est une activité aventureuse, bien évidemment, parce que quand on part, on ne sait pas où on va partir. On sait à peu près la direction, mais on ne sait pas si on part en bord de mer, si on part en montagne, si on part en ville. Ça peut atterrir n'importe où et n'importe comment. Alors les chasseurs, évidemment, utilisent des équipements de réception radio pour suivre le signal émis par la radiosonde en vol. Et il se lance à sa recherche de ces dispositifs lorsqu'il retombe sur Terre, parfois dans des zones reculées, c'est ce que je disais, ce qui ajoute un élément de défi à l'expérience. À l'aide d'antennes de fabrication maison, comme on le voit ici sur la partie droite. C'est une antenne que j'ai fabriquée avec un petit récepteur et un petit récepteur UHF. Et puis un GPS de randonneur que j'ai à la main. Donc ça permet d'aider. Et ça, même avec une boussole, c'est ce qu'on appelle chez nous vulgairement une chasse bio. Alors une chasse bio, bah, c'est-à-dire que on a la position GPS, donc on sait à peu près dans quel secteur. Si je prends la photo de droite, bah, on sait que, enfin moi je sais que la sonde elle a atterri au bout de ce sentier dans la vallée, mais je ne sais pas où exactement. Elle peut être sur la gauche, elle peut être sur la droite, etc. Donc l'avantage, c'est un petit peu comme une chasse au renard, en fait. On a le récepteur, on a l'antenne, et puis bah, on tourne l'antenne un petit peu dans tous les sens, et puis on essaie de suivre le signal là où c'est le plus fort. Et plus on se rapproche de la radiosonde, bah, plus le signal est important. Et plus le signal est important, bah, plus on a de chances de la trouver. Donc c'est ce qu'on appelle une chasse bio. Sinon, il existe d'autres possibilités techniques, technologiques, maintenant qui sont plus pratiques, mais
Là, c'est plus pour les feignants. Je plaisante, mais bon. C'est ce qu'on appelle un TTGO. Alors TTGO, là, c'est ce petit appareil qu'elle a. Alors, c'est des petits appareils qu'on peut fabriquer, qu'on trouve sur AliExpress, qu'on trouve un petit peu partout. Vous avez une petite antenne 400 mégas qui est dessus. Et en fait, la sonde, quand elle envoie ses trames, lui, il réceptionne tout ce système-là, et puis il donne la position en temps réel, position latitude et longitude. Voilà, et l'altitude de la radiosonde. Donc, il suffit simplement d'avoir un téléphone portable avec l'application qui va bien. Et lui, en fait, par Bluetooth, il renvoie toutes ces informations-là sur le téléphone portable et sur l'application. Et sur l'application, en fait, c'est un petit peu euh, comme Google Maps. En fait, vous n'avez plus qu'à suivre la trajectoire, puis ça vous emmène directement à la radiosonde. Voilà. C'est une autre façon de voir les choses. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est nul. Hein. C'est très bien. C'est une technologie. Ça permet aussi de programmer un peu le système, de voir un petit peu le côté électronique. Pour ceux qui s'intéressent à l'électronique, ça peut être intéressant. Mais moi, j'ai une petite préférence, même si j'utilise un peu les deux, j'ai une petite préférence pour la chasse bio parce que, voilà, moi, c'est la recherche à la radiogoniométrie. Moi, c'est ça qui me fait plus vibrer, à l'ancienne, on va dire. Voilà, alors, en récupérant les radiosondes et en les remettant aux agences météorologiques. Alors, effectivement, fut un temps, sur les très anciennes radiosondes, en l'occurrence celle-là, moi j'ai connu celle-là, mais sur les toutes dernières, c'était des M2K2, ça s'appelait. C'était deux fois plus gros que les M10, en vrai. Plus ça va, plus ça se réduit dans le temps. La technologie avec des CMS qu'on fait maintenant, on réduit l'électronique de plus en plus. Et alors ça, c'est pareil, ça tenait une journée en émission, là, c'était pratique. Et à cette époque-là, vous aviez un petit texte dessus et on pouvait ramener les radiosondes au centre de tir. Et eux, ils reprogrammaient la radiosonde et elle pouvait resservir pour repartir. Alors, ce qui était quand même assez sympa. Il n'y avait pas beaucoup de chasseurs à l'époque. Il n'y avait pas le système de données par radiosonde, ça venait de démarrer. C'était pas encore très connu parce que ça existe depuis peut-être une quinzaine d'années, donc c'est pas si vieux que ça. Et souvent, ils nous donnaient un stylo, un porte-clés, une connerie, quoi, pour nous remercier d'avoir trouvé ça. Mais à cette époque-là, l'informatique n'existait pas. On n'avait pas de logiciel de poursuite, on n'avait pas d'Internet qui permet de suivre en temps réel, on n'avait pas de TTGO, c'était tout à la triangulation. Hein. Donc, où on partait seul, puis on se tapait des kilomètres, ou alors on partait à deux ou trois, on se mettait chacun sur un point haut, on faisait une triangulation sur une carte, et puis le croisement de la triangulation nous donnait à peu près l'endroit où on allait la retrouver. Voilà, donc c'était assez sport. Aujourd'hui, aujourd'hui, on arrive malheureusement à une génération en fait où on achète tout et on jette. Voilà, on vit une société de consommateurs. Météo France, c'est pareil. Ils achètent des radiosondes par palette et puis après ils balancent ça dans l'atmosphère et puis après ça part dans la nature et c'est dommage quoi. Enfin, c'est du jetable. C'est du jetable. Alors le ballon en latex, c'est biodégradable, mais c'est dégradable vraiment dans le temps. C'est-à-dire, ça se dégrade pas comme ça du jour au lendemain. Moi, ça m'est arrivé de retrouver une radiosonde tout à fait par hasard. J'étais avec mon copain Robert, F6EUZ. On était parti en chasse sur une radiosonde, pour l'anecdote. Et il s'avère que tout à fait par hasard, sur le chemin qui nous menait à la radiosonde, il y avait une ancienne radiosonde qui avait dû tomber, je crois, un mois ou deux avant, et qui était tombée sur le même secteur, mais qui n'avait jamais été ramassée. Donc on a retrouvé cette radiosonde qui commençait à se décomposer. Alors ce qui se décompose le plus vite, c'est le parachute. C'est une espèce de parachute fin en plastique. Mais bon, après, la nacelle, ça reste du polystyrène. Et chez nous, avec les fortes températures caniculaires que l'on a l'été, moi, c'est l'excuse que je donne à chaque fois à Météo France, pardon. C'est que quand vous avez une radiosonde qui tombe comme ça dans la nature, il ne faut pas oublier que l'intérieur, vous avez des piles et vous avez de l'électronique. Donc, si la radiosonde, elle tombe et qu'elle s'ouvre avec le temps, ça peut, s'il y a encore de l'énergie dans la pile, ça peut mettre le feu dans la garrigue. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que on les intéresse, nous, en tant que chasseurs, de pouvoir récupérer tout ça parce que, quelque part, on dépollue le terrain. C'est ce que je marque quand je remarque. Voilà, on dépollue le terrain avant toute chose. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une radiosonde qui part, ça coûte environ 150 euros, tout compris. C'est-à-dire le ballon, le gaz, le parachute, la ficelle, l'amortissement du carrousel, la radiosonde elle-même. Voilà, ça coûte à peu près 150 balles. Mais ces 150 euros,
c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, hein, c'est les impôts qui payons parce que Météo France, c'est un organisme d'État. Donc c'est nos impôts qui payons ça. Donc on voit que tous les jours, on balance 150 € dans la nature et puis voilà, puis on laisse pourrir ça. Mais tout le monde est bien content d'avoir la météo le soir à la télé. Voilà, alors pour vous donner un ordre d'idée, euh, à travers le monde, il y a à peu près 1300 stations de tir. Parce que vous en avez énormément en Amérique du Nord, vous en avez quelques-unes en Amérique du Sud, vous en avez beaucoup en Europe. En Afrique, vous en avez très peu, peut-être en Afrique du Sud. Sur les pays asiatiques, vous en avez quelques-unes aussi, mais enfin, en tout état de cause, vous avez à peu près 1300 stations. Et 1300 stations, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une sonde qui part, sur l'ensemble du globe, bah, ça représente 200 millions de dollars. La somme que ça représente, c'est énorme. C'est énorme. Et ça représente quand même un certain nombre de tonnes de déchets, hein. Et sur une année, voilà, ça fait 190 millions de dollars. 190 millions de dollars qui sont balancés à travers le monde pour simplement avoir la météo chaque jour. Voilà, bah, vous avez le poids ici, voilà, et ça représente à peu près 48 tonnes et demie de déchets par an. Et vous avez 2 tirs par jour. Alors, vous avez 2 tirs, vous avez un tir à midi et un tir à minuit, tous les jours. Alors, il faut savoir que c'est midi et minuit, pardon, en temps universel. Parce que minuit en France, c'est pas minuit à New York. D'accord? Donc, c'est à 0 heure TU. Alors, 0 heure TU, c'est en temps universel. C'est-à-dire que les fameuses 1300 stations, tout le monde balance leur radiosonde au même moment, à la même heure. Donc là, nous, il y a 1 heure de décalage. Une radiosonde qui normalement doit partir à midi TU, bah, elle part en fait à 13 heures. Mais comme demain, on change d'horaire, si je ne m'abuse, c'est demain, ouais, dans la nuit de demain après-demain, on va passer à 2 heures. Donc, ce qui veut dire que une sonde qui doit partir à midi TU, bah, en fait, elle partira à 14 heures locales. Voilà. Donc ça, c'est important parce que quand on se met en tête de se dire bah, elle part à midi, et ben, bien souvent on part, mais on ne sait pas trop où on part et on sait pas. On arrive sur le site bien longtemps avant. Alors, voilà, l'aspect informatique, en ce qui nous concerne, nous, ça, c'est le fameux site Sonde Hub qui permet de suivre les radiosondes en temps réel. Je vous donnerai le lien un petit peu plus bas à la fin. Alors, l'aspect informatique pour nous, c'est d'avoir les estimations de vol avec un calcul de trajectoire sur logiciel comme par exemple Ballon Prédiction. Alors, Ballon Prédiction, c'est un logiciel que j'ai moi par exemple sur ordinateur. Il en existe d'autres, hein, mais moi j'utilise celui-là parce qu'il est pratique d'accès. On lui rentre les données de vol et par rapport aux données de vol des vents existants, etc., on peut avoir à peu près une estimation, mais ça reste qu'une estimation de l'endroit où ça va atterrir. Si on sait que l'estimation nous dit qu'elle va partir en mer, on ne va pas se préparer avec le sac à dos pour partir les chasser. Si on sait que ça va retomber dans notre secteur ou que ça va retomber à, je sais pas moi, 10 km d'ici, bah là on peut se dire d'envisager de prévoir aller la chercher. D'accord? Alors, ici, on voit bien, en l'occurrence, c'est une M10. Alors ici, ce que vous avez en bleu, en fait, c'est la phase de montée. Vous voyez, c'est régulier. Et vous avez la phase de descente. Dans la phase de descente, vous avez une descente rapide au départ. Après, le temps que le parachute s'ouvre, vous avez la traversée du fameux jet stream et puis ensuite l'atterrissage. Donc là, en l'occurrence, sur la position où elle se trouvait, eh ben voilà, vous avez la vitesse des vents. La vitesse des vents en verticale et en horizontale. D'accord? Bon, l'addition des deux, généralement, c'est une moyenne. Voilà, ça vous donnera à peu près la vitesse du vent. Là, vous avez l'altitude où elle s'est trouvée au moment où on a fait cette capture d'écran. Elle était à 611 mètres d'altitude et elle est montée jusqu'à 33 147 mètres. Ça, voilà, c'est l'altitude maximum, ce qui est entre parenthèses. En dessous, vous avez la date et l'heure où elle est partie. Donc, elle était partie à 14h36, le 18 mars 2026. Et donc, c'était janvier, février, mars, mais c'était il n'y a pas longtemps. Là, vous avez sa position. Alors, il vous donne quand même sa position en temps réel du moment où il y a eu cette capture d'écran. Donc, elle se trouvait en coordonnées latitude, longitude. C'est ce qu'on retrouve là, les fameuses données GPS. Vous avez la tension de la batterie.
Alors, il faut savoir que la batterie, là pour nous, c'est une donnée qui est importante parce que la batterie, elle part, elle fait 6 volts. Et puis, ben, forcément, quand elle traverse du froid, la batterie, elle perd de son énergie parce qu'il faut qu'elle balance beaucoup plus d'énergie pour réchauffer un peu l'électronique à l'intérieur. Et puis une batterie, c'est pas éternel, hein. Donc, là encore, à son altitude, son atterrissage, pardon, sa phase de descente plutôt, qui restait encore 5 volts. Bon, là, c'était pas mal. Mais en plein hiver, vous avez des batteries qui descendent si ça descend sous 3 volts, après, l'émetteur à l'intérieur, il s'arrête d'émettre, hein, parce que il lui faut minimum, je crois que c'est 3 volts 2 pour qu'il puisse balancer des trames. En dessous de 3 volts, après, il transmet plus rien parce qu'il n'y a plus assez il y a plus assez d'énergie. Alors, quand vous partez en chasse puis que vous avez une radiosonde qui commence à se taire à 1000 mètres d'altitude, ben, ça fout les boules parce que vous ne savez pas trop où elle va atterrir, en fait, hein. Ensuite, bah, vous avez la température, hein, 9 degrés 9 à l'endroit où on a fait la capture. Météo modèle, bah, c'est le fabricant. Le type, c'était une M10. Et puis, la dernière trame qui l'a reçue, les petits points verts que vous voyez ici, en fait, ce sont des stations. Pardon, c'est pas des stations de Météo France, hein. Les stations de Météo France, c'est les petits ronds que vous avez ici, vous voyez. Là, vous en avez un autre. Les Ulysses, mais ça, les Ulysses, c'est le CNRS, hein, donc ils en balancent très peu. Ici, c'est pareil, c'est un centre de tir d'essai, donc ils en balancent peu aussi, c'est très peu dans l'année. Mais les 2 par jour, c'est celui de Trappes qui se trouve là en région parisienne. Et les petits points verts, bah, ce sont les stations radioamateurs ou écouteurs qui, chez eux, ont un dispositif avec une antenne qui permet de récupérer toutes les données. Et ces données-là, bah, moi j'en ai une à la maison et on les retransmet directement par Internet à travers ce site. Donc, on voit bien ici que la dernière personne qui était du côté de hier, ben, on voit la trajectoire en vert, c'est lui qui a réceptionné le dernier l'emplacement de la radiosonde au moment de la capture d'écran. Là, puis en dessous, ben, il y a encore tout un tas de listes de différentes radiosondes qui sont encore en vol. Alors, voilà, si vous voulez être indépendant, sans réseau disponible, parce que c'est bien beau d'avoir un TTGO, mais il faut aussi retransmettre les données. Et si vous n'avez pas de réseau téléphonique, votre application, bah, elle ne marchera pas, hein. Donc, nous, on a beaucoup d'endroits c'est très montagneux ici, là, sur le sud de la France, en région PACA. Des fois, quand on est dans une vallée, bah, on n'a plus de réseau téléphone, hein. Donc, si vous n'avez plus de réseau téléphone, bah, Google Maps, il ne marche pas. Vous avez le téléphone qui ne marche pas. Vous n'avez plus rien qui marche. Le GPS qui ne marche pas. Enfin, le GPS téléphone, je parle, parce que le GPS de randonneur, lui, fonctionne puisque ça passe par satellite. Voilà. Mais quand vous n'avez plus rien, bah, faut se débrouiller avec les moyens du bord. Les moyens du bord, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, vous fabriquez votre petite antenne vous-même, comme il y a ici, avec les dimensions, qui vont bien, bah, ou vous avez un petit ordinateur portable et vous avez le fameux logiciel qui vous permet de décoder en temps réel la radiosonde. Donc là, on voit bien ici les trames. Bah, après, c'est pareil, on a à peu près les mêmes résultats, hein. Vous avez la pression atmosphérique, vous avez son altitude, la température, le degré d'hydrométrie, l'altitude, position, latitude et longitude, et l'altitude GPS et la vitesse. Vous voyez, on a toutes ces données-là, nous, sur un petit ordinateur portable. Bon, maintenant, il y a plus beaucoup de monde qui utilise ce truc-là parce que maintenant, bah, c'est la solution de facilité, c'est d'utiliser son téléphone. Voilà, donc l'aspect radio avec votre propre équipement, ça c'est quand même intéressant. Alors, d'être équipé dans sa voiture ou d'être équipé avec un petit récepteur à l'extérieur quand vous êtes en randonnée. Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir un récepteur UHF dans la voiture et je peux décoder directement dans la voiture et suivre la trajectoire en roulant. Ça c'est quand même bien pratique. Mais pour ça, il faut que le récepteur soit équipé d'une petite sortie discriminateur ou une sortie data pour pouvoir justement récupérer ces données-là et pour pouvoir les retranscrire ou sur ce logiciel-là si vous avez un petit ordinateur portable, ou moi j'ai un petit boîtier qui donne directement la latitude et la latitude et la longitude. Voilà, parce que le reste, j'ai pas besoin d'avoir des données de ces données-là. Et puis une antenne, voilà, qu'on peut bidouiller soi-même. Donc l'avantage d'une chasse à radiosonde, c'est que on peut à la fois faire de l'informatique, on peut faire de la bidouille, on peut faire de la recherche, on peut faire de la radio. Il n'y a pas besoin d'être radioamateur, mais bon, c'est préférable de l'être quand même. Enfin voilà, il y a plusieurs facettes sur cette activité, c'est ça qui est quand même intéressant. Alors, les radiosondes, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça peut tomber n'importe où.
ça peut tomber dans un arbre, ça peut tomber en mer, ça peut tomber sur le toit d'une maison. Moi, j'ai vu des choses extravagantes, hein, en pleine ville, ça peut tomber sur une voiture, devant quelqu'un, ça peut tomber dans un parc, ça peut tomber n'importe où. Voilà. Et bien souvent chez nous, bah, quand vous êtes pas mal pourvu de forêt, d'ailleurs vous, chez vous dans l'Oise aussi, c'est le cas, bah, vous avez des radiosondes des fois qui atterrissent dans les branches de l'arbre. Alors, bah, vous êtes bien content de la trouver, mais quand vous la voyez qu'elle se trouve à 6-7 mètres au-dessus de votre tête, bah, c'est un petit peu embêtant parce que il n'est pas question de couper l'arbre pour récupérer une radiosonde. Donc, bah, il existe des petits, des petits outils sur lesquels on peut s'équiper. Alors voilà, on peut se trouver des perches, hein, par exemple, avec un petit crochet au bout, une perche télescopique, là, puis hop, vous la déployez, ça vous fait 6-7 mètres de haut, puis bah, avec la perche, vous décrochez la radiosonde des branches. Ça peut aider. Ou des fois, quand ça tombe dans le gouttière d'une maison, bah, vous avez le fil qui pendouille, bah, vous accrochez le fil, puis vous pouvez descendre la radiosonde de la gouttière. Enfin, je peux vous dire que la perche, ça aide pas mal, hein. Le sécateur, alors oui, ça aide parce que chez nous, on a pas mal de garrigues. Et quand vous traversez un champ, ça va, mais quand vous traversez de la garrigue, c'est des espèces de ronces un petit peu partout, à droite, à gauche. Bah, c'est pratique des fois d'avoir un sécateur, ne serait-ce que pour se frayer un chemin, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir une sonde, de la voir à 2 mètres devant moi, mais de ne pas pouvoir la récupérer parce qu'il y avait trop de végétation. Et ben, le seul moyen, c'était avec le sécateur de couper tout ça. Une petite boussole, ça peut aider. Puis voilà, un GPS de randonneur. Un GPS de randonneur, lui, ça marche par satellite, même s'il n'y a pas de réseau téléphone, c'est pas grave. Il vous donne votre position, vous rentrez à l'intérieur, la dernière position reçue en latitude, longitude, et puis le GPS, bah, il vous en approche. Il vous en approche, mais il ne vous donne pas forcément la position exacte. Parce que bien souvent, le dernier qui a relevé, attends, si je reviens avant, voilà. Là, je pense qu'elle avait dû atterrir. Et la dernière trame reçue, on la voit, elle est à 600 mètres d'altitude. Mais ces 600 mètres d'altitude, c'est pas par rapport au niveau de la Terre, c'est 600 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Donc là aussi, il y a un petit calcul à faire. Ce qui veut dire que si l'altitude géographique du terrain est à peu près, alors on va simplifier les choses, est à peu près à 300 mètres d'altitude, ça veut dire que la radiosonde, elle a parcouru encore 300 mètres en vol. D'accord? Si par contre il y a une montagne qui fait 600 mètres d'altitude et que la radiosonde a été relevée à 600 mètres, bah, ça veut dire que vous avez son dernier point. Mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois, avec le relief, ben, la personne qui décode comme comme une grande distance entre son point de départ et son point d'arrivée, bah, si entre les deux vous avez une montagne, bah, lui en UHF, bah, il va décoder le dernier point qu'il pourra visualiser, puisque en UHF, c'est la portée des ondes, c'est une portée visuelle. Bah, quand ça va passer de l'autre côté de la montagne, il ne pourra plus décoder quoi que ce soit. Donc s'il n'y a pas de, et en l'occurrence c'est le cas, s'il n'y a pas de station qui permet de décoder à proximité, bah, vous n'aurez jamais un point le plus bas possible, hein. Ça, c'est un petit peu les contraintes qu'on peut retrouver. Donc le GPS, lui, peut vous amener à proximité, mais après, il faut faire de la recherche visuelle, hein. Ou alors avoir de quoi décoder sur place. Et si vous avez décodé sur place, là, vous pouvez avoir le dernier point. Alors aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités d'information et de recherche. Alors, pour plus d'informations, je vous recommande le site complet. Alors, c'est voilà, le fameux site, il y avait les points verts, qui s'appelle radiosonde.eu. Alors, à la limite, si vous avez une vue d'écran, je vous le mettrai tout à l'heure, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et vous avez alors radiosonde.eu, ouais, ça c'est un site internet qu'un radioamateur a conçu, en fait, qui donne tout plein d'explications sur la radiosonde. Moi, ce que je vous ai fait là ce soir, c'est un résumé, hein. Mais lui, il rentre plus dans le détail, hein. Voilà, bon, il n'est pas vraiment mis à jour depuis pas mal de temps, mais il y a quand même de nombreuses informations intéressantes. Voilà, radiosonde.eu. Et sinon, vous avez le fameux site qui vous permet de traquer, c'est-à-dire de suivre les radiosondes en temps réel. Bah, en fait, c'est SondeHub, tracker.sondehub.org. Ou alors vous avez Radio Sondi Info, qui est un petit peu moins utilisé, mais celui-ci est plus complet. Voilà, alors moi, après, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure, moi, je vous incite à vous inscrire sur le forum des chasseurs de France, des chasseurs de radiosondes. Alors, c'est sur Framalist, alors notez-le. Sur votre moteur de recherche favori, bah, vous marquez Framalist. Quand vous tombez sur le site de Framalist, vous allez dans la rubrique chercher une liste et vous tapez dessus radiosonde-EU. Voilà, puis vous vous abonnez à la liste. Ça coûte rien.
Et à chaque fois que quelqu'un laisse un petit message, automatiquement, vous verrez ce message apparaître chez vous sur votre messagerie internet. Voilà, c'est quand même sympa. Alors au début, euh, on était peu à utiliser cette liste. Et quand on partait en chasse, on prévenait sur la liste. On disait, bah tiens, je vous préviens, je vais partir en chasse, récupérer telle radiosonde, etc. Mais après réflexion, on est de plus en plus nombreux de chasseurs sur la France. Et un chasseur de Nîmes qui prévient un type qui habite en Bretagne, quel est l'intérêt pour le Breton de se dire, ah bah tu pars en chasse, bah ok, bah c'est bien, amuse-toi. Mais il en a aucune plus-value. Donc, c'était juste pour prévenir, parce qu'au départ, on était peu nombreux et comme tout le monde était connecté, ça permettait de savoir qui partait en chasse, éventuellement de partir avec lui et cetera. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'il fallait, sans arrêt, vérifier ses mails pour savoir, s'il y avait quelqu'un qui était parti, quoi. Alors donc là, j'ai décidé un jour de restreindre tout ça à quelque chose de plus localisé avec, c'est ce que j'ai marqué, il existe des groupes WhatsApp. La région PACA, on était les premiers à mettre en place un groupe WhatsApp où j'ai recruté pas mal de chasseurs. Et WhatsApp, l'avantage, c'est que comme on est tous équipés d'un téléphone, on a tous une petite alerte sur le téléphone qui dit ah bah tiens, il y a un tel qui part en chasse. Ah bah tiens, tu pars en chasse, Robert. Ah bah, si ça t'ennuie pas, je me joins à toi. Puis on part ensemble. Et c'est toujours plus sympa de partir en équipe. On discute de plein de choses. On échange des idées. Moi, j'ai appris beaucoup grâce à Robert d'ailleurs, en partant comme ça en équipe, hein. Donc, comme j'ai des copains chasseurs un petit peu partout en France, j'ai suggéré à certains de dire bah tiens, ça serait bien que tu crées un groupe et puis que tu intègres un petit peu les chasseurs de ton secteur. Alors, je sais qu'il en existe un dans le 84, il en existe un sur la région parisienne de mémoire. Il en existe un aussi sur la Bretagne. Donc voilà, c'est nous informer, nous, entre nous, comme quoi il y a quelqu'un part en chasse, c'est quand même plus sympa. Alors pourquoi c'est plus sympa? Parce que c'est pour éviter des frustrations et puis euh, des mauvaises surprises. Il y a des gens qui partent en chasse, qui ne disent rien à personne, qui partent chercher leur petit trésor parce que ça, c'est plutôt excitant de partir récupérer ça. Et puis ils s'empressent de récupérer la radiosonde, ils l'éteignent parce qu'il y a un petit interrupteur dessus, puis ils repartent aussitôt avec chez eux. Et puis il y en a un autre qui est derrière, qui lui a pris sa voiture, qui s'est peut-être tapé 20 ou 30 km pour aller chercher la radiosonde, et puis arrivé à 5 km de l'arrivée, plus de signal, plus rien, il ne peut plus récupérer. Donc il s'est tapé des kilomètres pour rien, et lui c'est frustrant, parce qu'il revient chez lui bredouille, et ça c'est pas très fair-play, faut penser aussi aux autres, quoi. Donc l'intérêt d'avoir un groupe WhatsApp, c'est de prévenir à tout le monde. Voilà, moi c'est ce que je fais quand je pars en chasse. Quand j'ai l'intention, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais quand j'ai l'intention de partir en chasse, je préviens, est-ce que quelqu'un veut joindre à moi? Ah bah ouais, moi je veux bien, moi je veux bien. Bah écoutez, on se retrouve à tel endroit, on fait du covoiturage, on part tous ensemble et on y va. Et c'est tellement plus sympa de faire ça. Et puis ça nous est arrivé, dans le meilleur des cas, de se retrouver, même parfois une bonne huitaine sur la même radiosonde. On l'a retrouvé, on est allé se boire un petit jus de fruits après tous ensemble, et puis on s'est refait le monde, quoi. Puis c'est toujours sympa. Voilà. Après, c'est de savoir qui va garder la radiosonde, parce qu'évidemment, dans la masse, il y en a toujours un qui veut la garder. Alors, contrairement aux apparences, et contrairement à ce que j'ai déjà entendu, je n'ai pas mon garage plein de radiosondes, hein. Même si j'en ai trouvé 180, je crois, quelque chose comme ça, j'ai pas 180 sondes dans mon garage. À 99,9% du temps, je les donne, hein, les radiosondes, hein. Alors, je les donne, alors j'en ai quelques-unes, mais celles que j'ai, c'est les premières. C'est les premières radiosondes parce que c'est un souvenir. J'ai ma première OHP, j'ai ma première M10 que j'ai récupérée, ma première M2K2, ma première militaire. Enfin voilà, j'ai la chance de récupérer une fois aussi, il y a le siège de Toulouse qui avait fait des tests de tir, de formation de tir pour les gens qui allaient justement sur les centres de tir. De temps en temps, ils balançaient des radiosondes. Et j'ai eu la chance de récupérer une Toulousaine sur Marseille. Donc je vous dis pas le trajet qu'elle a effectué de Toulouse. Elle a traversé une partie de la Méditerranée en travers pour arriver sur la région de Marseille, et on l'a récupérée. Bon, celle-là, je l'ai gardée parce que c'est un petit trophée. Mais à chaque fois que je trouve une radiosonde, quand je pars avec un copain, je la laisse au copain, ou même parfois, des fois, on croise des promeneurs qui s'interrogent et qui se demandent pourquoi vous avez une antenne à la main, parce que c'est toujours surprenant de voir quelqu'un courir avec une antenne télévision à la main en se demandant mais vous faites quoi? Vous cherchez à capter la TNT? Mais non, non, pas du tout. Alors je leur explique l'objet de ma présence, quel est l'intérêt.
Je leur montre une radiosonde parce que j'ai quand même toujours dans mon sac à dos une vieille radiosonde que je garde, voilà, pour leur montrer visuellement. Et puis quand je leur explique les tenants, les aboutissants, à quoi ça sert et que c'est grâce à ça qu'ils ont la météo le soir à la télé, ben, comme un fait exprès, ça les intéresse. «Ah ouais, c'est super votre truc» et cetera. Bah, écoutez, je viens de la ramasser, ouais, si ça vous intéresse, bah, je vous la donne, je vous la laisse, comme ça vous aurez un souvenir. Alors les gens, ils sont vachement contents, donc 96 du temps, moi je les distribue, hein, je les garde pas, j'ai aucun intérêt. Après, il y en a certaines qu'on peut récupérer et reprogrammer sur des fréquences radioamateurs et s'en servir comme balise pour faire de la chasse au renard. Ça, Dimitri vous expliquera, parce que je pense qu'ils vont en organiser une sous peu, dans ce sens. Et ça peut être, c'est un petit peu le côté électronique et informatique du radioamateur sur lequel on peut se pencher aussi, hein. Voilà, donc, comme je le marque à la fin, au vu du nombre de chasseurs en France de nos jours, il est très important en effet de prévenir de son départ en chasse afin d'informer les copains pour celui qui arrive sur les lieux avant les autres et de la laisser en place parce que des fois on est pressé, ben, on veut la trouver et puis si je sais qu'il y a un autre copain qui vient dessus, mais le copain il sera pas là avant une demi-heure, ben, on lui laisse en place, on la laisse en route et puis voilà, moi je l'ai trouvé, je la note comme quoi je l'ai trouvé, puis ben, après à son tour, quoi. Et chacun va chercher son petit trésor et s'il veut la prendre, il la ramasse. C'est tellement plus sympa de faire ça comme ça. Alors, la procédure chez les radioamateurs veut que quand on trouve une radiosonde, on est tenu de faire un petit compte rendu. Alors, sur le site, sur le forum de Framalist, bah, au début, quand on trouvait une radiosonde, bah, voilà, les types ils faisaient deux, trois photos, puis en trois, quatre lignes, bah, voilà, je les trouvais à travers un champ, j'étais obligé de mettre mes bottes. Je suis revenu, j'avais 1 kilo de boue par botte, ou je l'ai trouvé dans un arbre, et j'étais obligé de prévenir le paysan du coin, savoir si j'avais le droit de traverser son terrain. Bah, voilà, il marquait un petit peu les péripéties qu'il avait rencontrées sur cette chasse. Donc c'est toujours sympa d'avoir des comptes rendus. Et puis un jour, m'est venue l'idée de me dire, mais moi j'aime bien le côté informatique, j'aime bien la vidéo. Et je me suis dit, bah tiens, bah, pourquoi pas faire des comptes rendus en vidéo? Ce sera toujours plus prenant sur le terrain de voir une vidéo que de voir trois photos et puis de lire quatre lignes, quoi. Enfin, après, c'est pas une critique, c'est très bien qu'ils le fassent. Il y en a qui ne le font pas, hein. C'est très bien que certains le fassent. Mais moi, j'ai voulu aller au-delà parce que j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est vrai que après mon montage vidéo, il me prend 2 fois plus de temps que d'aller chercher la radiosonde. Mais bon, après, ça m'amuse, hein. Je fais ça à temps perdu. Et puis, j'ai plein de copains au bout qui me disent: «Ah, quand est-ce que tu nous envoies une vidéo? C'est sympa». Alors, je crois que je l'ai marqué là. Voilà, effectivement, voilà, le compte rendu écrit avec deux, trois photos. Mais j'ai une chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Sur YouTube, bah, vous marquez mon indicatif F5OZK, là, voilà, vous avez l'adresse. Et bah, à chaque fois que je trouve une radiosonde, je la nomme, donc RS25, RS26, 27, 28. Là, je dois être à la 189e, je crois, quelque chose comme ça, ou 186e, je ne sais plus. Espace, c'est mon indicatif. Alors, j'ai mis ces deux-là précisément pourquoi? Parce que la RS25 espace F5OZK, c'est une vidéo que j'ai faite à la demande de certains qui m'ont dit: «Mais comment tu te prépares pour partir, sur une chasse à la radiosonde?» Alors cette vidéo, elle date quand même d'il y a quelques années, maintenant elle est plus tellement d'actualité, mais elle s'en rapproche beaucoup. J'explique un petit peu ce qu'il faut qu'on emporte avec soi, c'est-à-dire ne pas oublier, ben, heu, comment ça s'appelle? Sa perche, ne pas oublier de prendre une bouteille d'eau parce que des fois quand on part, comme ça en plein été, ben, si on n'est pas muni d'une bouteille d'eau, ça peut peut-être aider. Muni de son sécateur, des piles de rechange, parce que ça, c'est des trucs, auxquels on pense pas. On en met toujours son petit, récepteur avec soi et puis quand on arrive sur le terrain: «Ah ma mince, j'ai oublié de le charger hier soir». Résultat des courses, il n'y a plus de batterie ou il n'y a plus de piles. Donc un jeu de piles d'avance, c'est toujours utile. Enfin voilà, sur cette vidéo, j'explique un petit peu, comment je m'y prends pour faire une prévision, ce qu'il faut que j'emmène et puis sur la continuité de la vidéo, je vais jusqu'à chercher la radiosonde jusqu'à la fin. Voilà, donc là, c'est vraiment du départ jusqu'à la fin. Donc elle peut être intéressante et vous avez la fameuse, 2e, vidéo qui est aussi, qui pourrait vous intéresser, qui est la RS100 et c'est la fameuse vidéo, en fait, où on était reçu par, le site de Météo France. Donc là, cette vidéo-là, je m'arrange à chaque fois pour faire des vidéos qui dépassent pas le quart d'heure, hein, parce que généralement les gens, au bout de 10, 12 minutes, ils décrochent, hein. Mais là, elle dure un petit peu plus longtemps, elle doit durer une petite demi-heure, je crois, cette vidéo. Et là, ben, on va jusqu'au site du centre de tir de Nîmes. Donc on a affaire au directeur qui nous explique tout un tas de trucs, on lui pose plein de questions, il nous répond, on lui montre un petit peu avec quoi, nous on travaille de notre côté et non seulement on voit la sonde partir,
et du fameux carrousel. Et en plus, à la fin de la vidéo, on part, on passe la récupérer. Donc là, on s'est fait quelques kilomètres ce jour-là. On est parti avec un copain la récupérer. Et donc là, vous avez vraiment la vidéo de A à Z. Donc, elle peut être intéressante. Après, les autres, ce sont que des petits comptes rendus que je fais de différentes chasses. Et ben, moi, souvent sur le groupe de Framalis, ben, je mets le lien en disant voilà, cliquez ici pour avoir la vidéo de ma dernière chasse. Alors, ben, certains sont contents de l'avoir, d'autres peut-être s'en foutent, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, on m'envoie des petits messages en me disant ah, c'est vachement sympa, quand est-ce que tu nous refais une vidéo? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En conclusion, ben voilà, la radiosonde, c'est un instrument météorologique essentiel pour la collecte de données atmosphériques. Elle joue un rôle central dans l'amélioration des prévisions météorologiques et la compréhension des phénomènes atmosphériques. La chasse à la radiosonde météo est une activité enrichissante qui permet aux amateurs météorologiques de contribuer activement à la science tout en vivant une aventure captivante, parce que c'est toujours sympa de partir un petit peu à la chasse au trésor. Alors la prochaine fois que vous verrez un ballon sonde météo dans le ciel, parce que ça peut arriver qu'on les visualise, bah, souvenez-vous de cette histoire fascinante qui se cache derrière ce petit dispositif. Voilà, donc au plaisir de se croiser sur une prochaine chasse, parce que je pense pas faire un jour, peut-être, qu'on sait jamais, si je remonte sur Paris, j'irai chasser avec Dimitri. On a failli le faire une fois avec Dimitri, mais bon, ce jour-là, tu te souviens, Dimitri, elle était partie suffisamment loin pour qu'on finalement n'aille pas la chercher. Ouais, on était parti du côté de Merles-les-Bains, si je me souviens Oui, bien, oui, et on l'entendait. et on recevait la RS qui était du côté de Montargis, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, Donc c'était beaucoup les- trop loin par rapport au lieu où nous étions, mais on arrivait quand même à la décoder de là où on était. Ouais, ouais. Alors, les gens qui sont là, ils sont un peu de tous les départements, hein. Tu verras sur les prénoms ou les pseudos des gens, généralement, il y a toujours le département à côté. Et pour ceux qui sont du côté de Marseille, sachez que Fred fait partie d'un radio club à Marseille. Et vous pouvez donc aller voir ce radio club-là et dire que vous connaissez Dimitri et puis que vous voulez voir Fred et voilà, il vous fera une belle visite du radio club. Eh ben, bien sûr, avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à votre écran. Euh, Vous voyez la carte ou pas là? Comment on la voit, t'inquiète, vas-y. D'accord. Donc, c'est le fameux site, le tracker sondehub.org que je vous disais tout à l'heure, où on peut décoder en temps réel les différentes radiosondes en vol. Alors, le petit bonhomme bleu, ben, finalement, c'est là où j'habite, hein, si je peux grossir la carte. Voilà, moi, j'ai le petit point vert, et j'ai de quoi avoir de réceptionner ici. Bah, il y en a un sur Marseille, il y en a un petit peu là, tous ces petits points verts, c'est aussi des copains chasseurs là. Alors moi, j'ai créé un groupe WhatsApp sur le 13 et le 83, donc sur toute cette région-là. Le fameux site militaire que je disais tout à l'heure, bah, c'est ici, voilà, l'île du Levant. C'est une île que je connais très bien du reste, euh, qui est à 90% de surface militarisée. Et puis vous avez le fameux camp militaire de Camp Juert là, qui se trouve ici. Voilà. Tout ce site-là. Donc, eux, ils tirent de temps en temps des radiosondes. Et puis, vous avez la fameuse OHP, voilà, le centre de tir qui se trouve, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom de la ville, tiens. Saint-Michel Observatoire. Voilà, ça y est, ça me revient. Trial. Si je clique dessus, voilà, il me le marque d'ailleurs. Saint-Michel Observatoire. Pour les balances des M10 sur le 403, etc. Alors, pour utiliser ce site, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous allez vous être un petit peu perdu. Mais voilà, en gros, les petits points verts, les endroits où on peut réceptionner, où il peut y avoir des radioamateurs qui peuvent réceptionner des radiosondes. Les radiosondes qui sont ici en couleur, c'est des radiosondes qui ont atterri, mais qui n'ont pas encore été retrouvées. Celles qui sont en blanc, c'est des radiosondes qui ont été retrouvées. Alors si je prends, je ne sais pas s'il y en a un dans le sud, non, pour l'instant on n'en a pas, parce que ça s'efface. Ces données-là, je crois qu'elles s'effacent au bout de 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus. Mais si on prend celle-là, par exemple, la plus proche, vous cliquez dessus. Elle a été retrouvée. Alors, lui, apparemment, il n'est pas radioamateur. Son pseudo, c'est Diesel. Donc, c'est Diesel qui l'a retrouvée. Et voilà la position géographique sur laquelle il l'a retrouvée. Alors, évidemment, si vous cliquez dessus, ça va vous démarrer automatiquement Google Maps. Et puis, bah, voilà, il l'a trouvé dans un champ. Donc, ça vous permet de vous donner un ordre d'idée. Donc, il a dû venir en voiture
je sais pas, dans le coin, il doit y avoir une route. Voilà, il s'est peut-être garé ici le long de la départementale, puis hop, il est venu à pied la récupérer. Donc ça, c'est sympa. Quand ça tombe au milieu des champs, c'est pratique. Mais c'est pas toujours le cas, hein. C'est si il y a plus de chances que ça arrive sur des champs, sur la région, parisienne et la région dans votre région à vous, que sur Marseille ou la région PACA. Alors maintenant, sur les différents sites de tir, alors on va prendre, on va rester sur le site, on va rester sur le site de Trappes. Alors lui, l'avantage, c'est il fait des prévisions. Alors il suffit de faire un clic sur le rond et là, vous cliquez sur Générat de prédiction. Alors, si vous cliquez sur Générat de prédiction, il va vous donner les 15, ça fait quoi? Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. En gros, sur les 7 prochains jours. Voilà, sur les 7 prochains jours, il vous donne la prévision à peu près des vols des prochaines radiosondes. Alors, si vous regardez la numéro 1, par exemple, la numéro 1, c'est le vol qui va avoir lieu tout à l'heure, à minuit. Donc, pour l'instant, celle qui va partir à minuit, voilà, elle risque d'atterrir dans ce secteur, du côté de Saint-Denis-des-Puys. Voilà, si quelqu'un habite dans le secteur, qui surveille, hein, c'est à l'ouest de Chartres. Voilà, celle de demain matin, de demain midi, elle devra arriver ici. Celle de demain, quand on va changer d'horaire, elle va arriver là. Donc, vous voyez, en fonction des vents d'altitude, ça varie. Ça varie beaucoup. Et nous qui suivons tous ces trucs-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, le changement climatique, il a un impact qui est très important. Parce qu'avant, avant qu'il y ait cette histoire de changement climatique, il y a une dizaine d'années en arrière, on voyait que ces prévisions-là, à chaque fois, c'était sur l'est. C'était des vents d'ouest en est. Maintenant, c'est un peu n'importe quoi. C'est des vents de nord-sud. Des fois, c'est des sud-nord. Alors, vous allez retrouver des trappes qui vont aller du côté d'Ourgon, du côté d'Amiens, même parfois, et qui vont monter jusqu'en Belgique. Voilà, donc là, ça permet d'avoir des prévisions météo. Mais quand il y a des vols longs, nous, par exemple, les Nîmoises, ça peut arriver jusqu'en Italie, hein, c'est déjà arrivé, hein. Bien souvent, elles partent en mer. Ou Ajaccio, même Ajaccio, des fois, ils la retrouvent du côté de Rome. Alors, je vais faire une prévision pareille sur leur Nîmes, où est-ce qu'on est. Voilà, c'est là. Alors, Nîmes, ils ont mis aussi un récepteur en route, donc il faut vraiment agrandir pour dissocier le récepteur du centre de tir. Voilà, on va faire ça. On va générer les prédictions, comme ça, moi, ça va me permettre de savoir les prochaines où on va aller. Vous voyez, comme quoi c'est un petit peu n'importe quoi. Mais on retrouve un peu les mêmes vents d'altitude qu'on voyait sur Paris, hein. Voilà, vous voyez, c'est des vents de secteur nord-sud. Dans le sud, c'est pareil. Et là, on peut voir que, allez, les 3 quarts des radiosondes, elles partent en mer. Donc là, c'est pas évident. Alors, je peux peut-être espérer dans fin de semaine prochaine, d'en avoir une qui atterrit du côté de Marseille. Et encore, si elle arrive aux îles du Frioul, un petit peu, les Frioul sont là, un petit peu après, là, c'est l'île Maillard, ça va peut-être pas être évident de la récupérer. Voilà, mais sinon, ouais, la prochaine, je pourrais la récupérer, hein, parce que elle va du côté de Fos-sur-Mer. Bon, après, tout ça, c'est des marécages, donc c'est pas évident, hein. Mais je pourrais, effectivement. Voilà, alors ici, alors évidemment, si je veux savoir, par exemple, celle de ce midi, alors je vais quand même tâcher d'effacer tout ça, parce que delete, voilà. Si je veux voir celle qui a volé ce midi, savoir où est-ce qu'elle a atterri. En haut à gauche, vous avez ici le temps, 3 heures. Vous mettez sur 12 heures. Voilà. Et là, il va vous faire un récapitulatif sur les 12 dernières heures. Alors, on devrait la voir quelque part. Elle est là, voilà. Eh bien, celle-là, elle est ici, voilà. Et là, on voit bien sa trajectoire. Et bon, c'est un copain d'Arles là, qui l'a décodé, le dernier. Lui, je sais qu'il est bien dégagé. Et elle a atterri en Camargue. Voilà. Alors, je ne sais pas, là, ça doit être des champs. Alors après, on peut changer le type de carte, hein. Si ce type de carte-là ne vous convient pas, vous cliquez en haut. Vous voyez, on peut changer terrain, par exemple. On ne fait pas terrain. World Imagery, je crois que c'est ça, voilà. Je pense qu'il a dû la retrouver. Alors ça, c'est des champs de patates, ça. Je pense qu'il a dû la retrouver dans un champ de patates, encore ça va. Et quand ça tombe dans les marécages, celle de la nuit dernière, par exemple,
Elle est tombée vraiment dans le cœur de la Camargue ici. Alors là, si vous n'avez pas un hydrojet pour la récupérer, impossible à récupérer, hein. Ouais, mais c'est bien parce que ces chasses, ça permet de, de découvrir des coins. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur le sud, hein. Ça fait à peu près une douzaine d'années maintenant. Et j'ai des copains de Marseille qui me disent, mais putain, mais tu connais la région mieux que nous. Nous, on y est né, on y habite, et oui, mais à force d'aller chasser à droite, à gauche, ben, on finit par connaître des emplacements sympas, de visiter des lieux superbes, etc. Donc voilà. Donc cette dernière radiosonde, bah, visiblement, elle n'a pas été ramassée parce que elle est pas grisée. Donc s'il y en a un qui veut s'amuser à aller la chercher, son dernier relevé est à 72 mètres d'altitude, sachant que la Camargue, c'est à peu près 10 mètres d'altitude la moyenne, donc elle a dû parcourir aller une soixantaine de mètres, 60 mètres, ça va, c'est encore jouable. Voilà, il y a sa position géographique qui est là. Elle est récupérable. Voilà, ça sa fréquence. Bon, maintenant, elle émet plus, hein. À cette heure-là, il n'y a plus de pile. Vous avez la température, la température de son dernier relevé, elle était à 15 degrés. Voilà, et c'est une. Alors, je sais pas pourquoi ils marquent M10. C'est étonnant qu'ils aient balancé une M10. Normalement, c'est des M20 qu'ils envoient. Enfin bon, bref. Alors voilà, ce site-là. Donc, si vous vous mettez demain, alors je ne vais pas vous demander de vous y mettre à 1 h du matin parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dormir, mais si vous mettez demain aux alentours de 13 h, vous allez sur ce site et puis vous allez voir que là, vous avez plein de sondes. Alors voilà, celle où il y a un parachute, c'est des sondes qui sont en vol. Alors vous allez me dire, mais là, vous allez me dire, mais il y a des vols à midi, des vols à minuit, comment ça se fait qu'il y a encore des radiosondes qui sont en vol? Alors des radiosondes qui sont en vol comme celle-ci, si je prends celle-là par exemple, alors non, elle n'est pas en vol puisque là j'ai fait un reliquat sur 12 heures, mais si je fais en direct, on va pas en voir beaucoup. On risque peut-être d'en voir quelques-unes. Ouais, par exemple, là, il y en a une sur la côte ouest des États-Unis. Alors, des fois, elles sont tirées d'un bateau. Alors, ou des fois, c'est le CNRS, hein, qui fait des. Celle-là, on voit bien, là, en temps direct. Euh, voilà, là, il y a trois stations américaines là, qui les décodent en live. Elle est à 7230 mètres d'altitude actuellement. Voilà, elle est en phase de descente puisqu'elle est montée à 32 000 maximum d'altitude. Elle est en phase de descente. Et c'est une radiosonde de type IMET4. En fait, je ne connais pas ces modèles-là. Voilà. Alors des fois, vous avez des sondes qui partent de bateaux, d'autres où c'est des sociétés qui n'ont rien à voir avec Météo France, mais qui balancent aussi pour raison X ou Y. Ça m'est arrivé une fois de récupérer une radiosonde. C'était alors Météo Modem, qui est le fabricant de nos radiosondes, des M20. En fait, ils ont des modules à l'intérieur qui sont fabriqués par une société d'électronique qui se trouve dans la région d'Aix-en-Provence. Et pour voir si leur module fonctionne, ils balançaient eux-mêmes des radiosondes pour voir si en fait, ils faisaient des tests de terrain en temps réel. Voilà, et ça m'est arrivé, moi, de récupérer une radiosonde, et j'ai vu que c'était marqué dessus, et je sais plus par le biais d'un autre copain qui m'a dit, ah bah tiens, j'ai ma belle-sœur qui travaille justement dans cette société. Donc on a appelé la belle-sœur, et elle a dit, bah voilà, votre société a balancé une radiosonde, on vient de la retrouver. Alors la dame, elle était surprise, elle me dit, ah bon, vous l'avez retrouvée, comment ça se fait, etc. On l'avait retrouvée dans le jardin chez un particulier. Voilà, il nous avait aimablement laissé rentrer, on l'avait récupéré. Enfin, des anecdotes, j'en ai plein, mais ça sera à vous de regarder les vidéos et puis vous verrez qu'au fil du temps, il y a des choses, il y a des choses sympas. Bon, allez, je ne vais pas traîner trop longtemps parce que je pense que j'étais assez bavard comme ça. Je te laisse la parole, Dimitri. Ok, bah écoute, je te remercie. Alors, il y a eu quelques petits commentaires qui sont là. Entre autres, on a demandé si tu pourrais laisser le PDF pour que les gens puissent le relire. Donc, Bien tu me sûr. diras si c'est possible. À ce moment-là, tu me l'enverras et puis moi, je le mettrai dans la partie cours parce qu'il y a une partie où ils vont pouvoir s'exprimer. Ouais, Euh, il y a quelques questions également. Quand tous les pays lancent leur sonde en même temps, ouais. ils partagent ensuite leurs données météorologiques. Ça, c'est Thierry qui pose cette question-là. Alors, non, ils peuvent. Ils le mettent à disposition sur Internet. Le fameux NOAA, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un site américain qui génère toutes ces données atmosphériques et qui peuvent les mettre à disposition sur Internet pour récupérer
des données satellitaires de plein de choses. Donc on peut effectivement récupérer, mais c'est un petit peu plus complexe. Mais généralement, les sondes françaises, c'est Météo France qui les récupère. Elle n'a aucun intérêt de récupérer des données de radiosondes qui se trouvent en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Comme les Américains n'ont aucun intérêt de récupérer des données météorologiques de ce qui se passe en Europe. Voilà, donc généralement, ça reste nationalisé. Après, il y a peut-être des échanges, mais ça, je ne suis pas au courant. Après, il y a peut-être des échanges de données entre certains pays européens. Si, par exemple, il y a l'arrivée d'un ouragan ou quelque chose comme ça, ça peut être probable. Mais là, je ne suis jamais rentré dans le détail. Ok. Il y a une autre question qui dit quelle est la portée radio quand la sonde est à 30 000 mètres? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, vous apprendrez, pour ceux qui n'ont pas encore leur licence, que la portée des ondes, elle est différente en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que plus la fréquence est haute et moins ça porte. Mais ça a l'avantage de pouvoir traverser des murs ou des choses comme ça. La portée de l'UHF, c'est grosso modo une portée visuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous allez me dire, mais bon, à moi, à 30 000 mètres, je vois rien, c'est sûr. On ne peut pas forcément voir un point qui se trouve, surtout une radiosonde qui fait 36 grammes et qui est grande comme une grosse boîte d'allumettes. À 30 000 mètres, on ne la voit pas, hein. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle, puisque la sonde est dans l'espace, au même titre qu'on peut contacter la Station spatiale internationale, qui se trouve à 400 km d'altitude. Et vous pouvez prendre contact radio. Alors, je pense que Jean-Luc vous en évoquera davantage sur le sujet, mais il y a des écoles qui rentrent en contact avec la station spatiale et puis qui ont des échanges à travers la fréquence VHF. Et à partir du moment où ça reste une fréquence visuelle, même si on ne voit pas la station spatiale, il n'y a aucun obstacle, donc l'onde, elle passe. À partir du moment où l'onde, elle passe, on peut capter les trames sans aucun problème. C'est Alors, la plus grosse problématique, en fait, c'est quand elle arrive au sol. Parce que au sol, c'est tellement cassé, c'est tellement montagneux, enfin, en tout cas dans notre région. Si vous avez une sonde qui tombe, ce que je disais tout à l'heure, derrière une montagne, ben, là, pour la recevoir, la meilleure stratégie, ben, nous, quand on se déplace sur une prévision, c'est de se mettre sur un point haut, justement. Plus on est sur un point haut, plus on a de chances de capter le dernier point de la sonde quand elle arrive au sol. Si on se met dans une vallée, on diminue les chances de pouvoir la recevoir parce que la montagne, à peine nous fait une coupure visuelle, après on ne reçoit plus rien. ah ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était Thierry. Il y a encore deux questions qui arrivent. Et puis après, les gars, vous pourrez ouvrir le micro pour parler aussi, hein. Le vendredi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. A-t-on une idée du pourcentage des sondes retrouvées, tirées et retrouvées en France? C'est Alors, Jean-Pierre. non, c'est difficile à dire parce que il y a des sites comme la Bretagne, par exemple, où la population elle est moindre par rapport à la région PACA. Mais par contre, en région PACA, on a plus de gens à la retraite qu'en Bretagne. Et par conséquent, les gens en retraite se déplacent moins de par leur état physique, on va dire. En Bretagne, quand il y a moins de population, il y a forcément moins de chasseurs. Donc, en Bretagne, il y a plus de chances à ce qu'il y ait des radiosondes qui partent dans la nature qui ne sont jamais ramassées. Donc, c'est difficile de donner un pourcentage. Sur la région parisienne, je pense que le pourcentage, c'est là où il est le plus élevé, parce qu'il y a quand même pas mal de terre autour avant que ça atteigne la mer. Donc, quand on voit, je vais revenir sur le site de Sonde Hub, pour vous donner un aperçu, ça sera peut-être plus parlant. Là, je vais l'enlever. Voilà. Sur ce livre de trappe, bah, vous avez quand même pas mal de points de décodage tout autour. Donc, moi, je pense que sur trappe, il y a quand même. Ceux qui ont des points verts sont généralement des chasseurs. Enfin, ils ne sont pas chasseurs à 100%, mais généralement, ils s'intéressent au sujet et ils sont plus ou moins chasseurs. Donc là, partout où ça va aller, vous trouverez quelqu'un qui ramassera. Nous, sur la région PACA, bah, comme on l'a vu tout à l'heure sur les estimations, vous en avez déjà une bonne partie qui part en mer. Donc, si on veut avoir un état précis, par exemple, de pourcentage, alors si on peut l'avoir avec ce site, je vais vous montrer, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Je vais aller, non, je vais revenir sur la région parisienne, ça sera plus simple. Voilà, je vais sur le site de Trapp et vous allez sur historique. Et sur historique, vous pouvez lui dire, par exemple, je veux l'historique. Alors, on va lui demander, par exemple, sur toute l'année 2025 et sur les 12 mois. Voilà. Je lui demande un historique sur les 12 mois de l'année 2025. Voilà. Et il va rechercher. Et vous avez tous les petits points qui vont s'afficher là, vous allez voir.
Alors ça peut vous donner, un pourcentage, on va dire. Alors, c'est pas un pourcentage de ramasse, mais au moins ça vous donne un pourcentage du lieu où ça peut atterrir. Alors vous voyez par rapport aux impacts, qu'il y a eu sur toute l'année 2025, ben, in fine, il y en a eu très peu sur la Picardie. À part une fois, du côté de Rouen, un petit peu en dessous, et vous en avez très peu qui sont là. Par contre, le fameux site Earth-Sponsor que je vous disais du sud de Londres tout à l'heure. Alors attendez, on va effacer tout parce que sinon ça va vous faire trop de points et on ne pourra plus rien comprendre. On va faire delete, voilà. Et si je fais la radiosonde le centre de tir d'Angleterre, on va faire l'historique sur 2025, pareil, et sur les 12 mois, voilà, et on va lui demander d'impacter. On voit que bon, ça arrive peut-être pas forcément sur la Picardie, quoiqu'il y en a une qui est arrivée sur Rouen. Mais bon, là, j'ai fait que 2025, hein. Après, si vous faites les tirs sur Hall, voilà, de me sortir sur toutes ces dernières années tous les tirs. Alors, là, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui descendent quand même qui descendent jusque sur la Normandie ou jusque sur la Picardie, hein. Bon, il y en a beaucoup qui vont en mer aussi, hein. Donc celles qui vont en mer, vous pouvez, ça vous donnera pas forcément un pourcentage, mais ça vous donne un ordre d'idée que celles qui sont en mer, personne ne va les récupérer, hein. À moins d'y aller à la nage ou d'y aller par bateau. Mais bon, vous voyez, en gros, sur ces 10 dernières années, vous voyez l'impact qu'il y a. Mais vous voyez, il y en a même qui descendent presque jusque sur Paris. Il y en a même qui descendent, voilà, même jusque dans le sud de la région parisienne. Donc ça peut arriver en fonction des vents, quelquefois. Voilà, si tu as d'autres questions, pendant que ça s'impacte. Là, il y a Jean-Pierre qui est en train d'écrire, mais il y en a peut-être qui veulent poser des questions, qui veulent prendre le micro. Allez-y, les gars. Ou les filles. Qu'est-ce que je veux dire? Ça compte pas pour l'examen, ça? Pour Non, le, Oh, pour non, le- non, non. Ça, c'est un vous avez loisir. une C'est un interrogation loisir, c'est à un faire. loisir. On peut comparer ça, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, au géocaching. C'est voilà, on a une petite boussole, on a un GPS, et puis on se dit, bah tiens, je vais chercher une géocache qui est dans mon secteur. Bah, c'est pareil, sauf que c'est par voie radio. D'accord. C'est quoi? Ouais, c'est pas pour l'examen. C'est pour Non, 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 le. c'est juste pour vous faire découvrir l'activité. voilà. D'accord. Ok. On Merci. n'a pas, on n'a pas besoin d'être radioamateur pour chasser une radiosonde, si c'est ce que tu veux savoir. D'accord. Voilà. Ouais, Philippe, tu voulais dire quelque chose ou tu... Non? Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, c'est Christophe là, à Toulouse. Et l'aviation civile, elle est prévenue là quand il y a des lâchers de ballons ou ça pose pas un risque bon, après, le risque il est très, Alors, le risque, très, très faible, mais pour les avions de ligne là, quand ça passe quand ça passe à la hauteur des avions de ligne là, c'est pas un risque pour les avions quand même? alors, il y a des études qui sont faites là-dessus. Euh, un, un réacteur d'avion, il peut aspirer l'équivalent d'un poulet. Vous pouvez jeter un poulet dedans sans que le réacteur y bronche. Alors vous imaginez bien qu'un truc qui est gros comme une boîte d'allumettes et qui fait 36 grammes, quand ça passe dans un réacteur, c'est aspiré, le truc qui va en faire des confettis et il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Et la probabilité qu'un avion percute une radiosonde, il faut savoir qu'elle monte quand même à une vitesse de 6 mètres secondes. La probabilité que la trajectoire de la radiosonde tombe au moment où l'avion arrive à 8 ou 900 km/h, c'est quand même très infime. Mais si ça pouvait arriver, il y a absolument aucun danger. Voilà. Après, s'ils sont prévenus, bah oui, ils le savent. Tous les pilotes d'avion savent très bien que il y a des radiosondes météo. Ils le savent avant de décoller. Ils savent très bien qu'il y a des radiosondes météo qui sont tirées tous les jours à midi et à minuit. C'est pour ça qu'il y a 2 tirs en temps universel, puisque dans l'aviation civile ou militaire ou ce que vous voulez, ils parlent toujours en heure TU, ils parlent jamais en heure locale. Voilà. Donc ils savent, et puis en plus, il y a des radars à bord, hein. Quand un avion Oui, c'est vole, ça, mais ils ont pas de suivi spécifique quoi. Ils savent qu'il y en a, mais ils regardent pas quoi en fait. ils ne regardent pas ce qui se passe devant. Ils peuvent aspirer un oiseau, ça ne va pas les déranger pour décoller ou pour atterrir. Donc, Ouais, c'est plus le ballon. Je me pose la question du ballon, c'est parce que si à 12 000 mètres il mesure déjà 2 mètres de diamètre.
2 mètres de diamètre dans un réacteur, je sais pas si. Enfin, après, la probabilité est vraiment très faible, mais bon. C'est ce que je Oui, me disais. C'est pas la taille de la radio, c'est la taille du ballon surtout. oui, mais bon, après, il y a que du gaz hein, dans le ballon. Donc, Ouais. c'est une capote qui va rentrer dans le réacteur, qui va être déchiquetée. Et puis, Ouais. voilà, au pire des cas, ça va pas s'emmêler dans le réacteur. Hein, c'est le réacteur, ça tourne à une vitesse tellement rapide que le truc, il est déchiqueté, ça sort en confetti. Donc, déjà, la probabilité qu'elle percute un avion, elle est quand même infime. Et encore faut-il que la radiosonde soit dans la trajectoire du réacteur. Parce que même si ça percute le pare-brise de l'avion, c'est pas grave, hein, c'est pas la première fois qu'un avion vole et percute un oiseau. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a aucun danger. Il faut savoir que les avions sont aussi équipés de sondes et retransmettent aussi des données météo à Météo France. Parce qu'il y a des sondes sur le ventre des avions qui permet aussi d'avoir par rapport à l'altitude, des degrés d'hydrométrie, de température, etc. Parce que c'est important déjà pour l'avion de savoir ce qui se passe à l'extérieur, mais ces données-là, je sais que Météo France aussi les récupère. Alors, ils préfèrent les radiosondes parce que un avion se déplaçant à 800-900 km/h, même parfois un peu plus, vous imaginez bien que la vitesse du vent, elle est complètement neutralisée et les données, elles sont pas complètement exactes. Ils peuvent avoir des données de température à peu près approximatives, mais c'est pareil avec le frottement de l'air, ben, ça erronne un peu la chose. L'humidité, ils peuvent le faire. Mais voilà. En gros, c'est les données les plus fiables, ils les ont avec les ballons sondes. Ok. Euh, on te demande si les radiosondes flottent et si le ballon couvre le pare-brise. Comment on fait? Ça couvre par brise. Et pour répondre à ta question, j'ai jamais vécu cette situation. Mais imagine que tu mets un ballon de baudruche gonflé à l'hélium que tu accroches devant ton capot, hein, sur l'insigne de ta Mercedes. Tu roules sur l'autoroute à 130 km/h, et puis au bout d'un moment, le ballon il se décroche et tu le laisses sur ton pare-brise. Quel impact tu vas avoir et quel risque que tu vas avoir? Pas rien. Parce qu'en fait, tu as ce qu'on appelle le CX, c'est-à-dire que tu as l'air qui va sur le cockpit de l'avion, et il suit le fuselage de l'avion. Donc, si tu as un obstacle qui arrive devant, tel qu'un ballon, le ballon, il va pas se coller au pare-brise. De par l'effet de la vitesse et de la bifurcation de l'air sur le cockpit, bah, le ballon, il va passer au-dessus de l'avion. Au pire, il se prendra dans la queue de l'avion, mais bon, voilà, mais ça va pas s'accrocher comme ça. À un moment donné, le truc, il va péter parce que par la vitesse, ça reste quand même une capote. Hein. À un moment, ça pète, hein, il y en a qui savent. Hein. Sur le rétro de l'avion, ouais. Alors, non, bah, je crois que c'est déjà pas mal. Il y en a quand même. Il y a beaucoup de monde qui sont restés jusqu'au bout, donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions à poser? Ah, il y a Jean-Pierre qui est en train d'écrire. Ben, je vous invite à aller sur le. Enfin, je ne veux pas me faire de pub, hein, que vous le fassiez ou non, ça m'est égal, mais je vous invite quand même d'aller sur ma chaîne YouTube. Et là, ça sera plus parlant de voir ce Ouais, qui se passe réellement et les complications qu'on peut retrouver sur le terrain. Parce que se dire retrouver une radiosonde, c'est pas un bout de polystyrène qui tombe dans son jardin et qu'on retrouve comme ça serait trop beau. Ou qu'on trouve au milieu d'un champ. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais il y a des fois, c'est assez cocasse. Et quand il faut récupérer une radiosonde qui est tombée sur le toit d'un particulier et que vous êtes obligé de sonner chez lui, de demander l'autorisation de monter sur son toit, le type, il se pose quand même quelques questions. Hein. Mais ouais. voilà, mais il y a des cas de figure comme ça. Si vous avez le temps de regarder quelques vidéos, vous allez voir. Enfin, la plus importante, c'est la numéro 25 et la numéro 100. Après, les autres, c'est que des petits comptes rendus à droite à gauche et vous verrez, il y a des trucs sympas. Exactement. Alors, pour information, ceux qui se posent des questions, comment j'ai connu Fred, Fred, il reviendra peut-être, je sais pas, je lui demanderai peut-être pour revenir sur d'autres trucs, un ou deux sujets où j'aimerais bien qu'il intervienne aussi, qu'il nous raconte son histoire. Euh, mais Fred, c'est mon mentor, hein, c'est grâce à lui que je suis devenu radioamateur. Voilà, la petite parenthèse avant que j'oublie de le dire. Sinon, je serai encore avec mon Toki à la ceinture à mon institut de sondage. Ouais, alors, il y a Benjamin qui est en train d'écrire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ouvrir le micro et puis poser leurs questions?
Logiquement, je devrais avoir 3-4 micros qui s'ouvrent. Là. Ouais, moi j'ai des questions à poser. Bravo. Ouais, vas-y. Alors Philippe, à chaque fois que tu parles, tu t'es coupé. Il y a quelqu'un, enfin, c'est une petite voix qui prend ta. Bon, Bravo. merci pour cette présentation très intéressante, qui dit Benjamin. Bon, eh ben, en tout cas, je te remercie, Fred, d'avoir consacré un petit peu de temps. Il y en a un qui a balancé la petite information sur le lancement du ballon stratosphérique depuis Coulanges-les-Nevers. Il y a un ballon stratosphérique qui va être lancé demain, aux alentours de 10 heures. Mais j'ai pas les fréquences, j'ai pas plus d'infos que ça. Ben, moi non plus, hein. Moi non plus. Après ça, c'est des tirs un peu spécifiques. Ouais, Je sais qu'il y a des sites aussi où ils tirent. Alors, je pense pas que c'est une relation collatérale avec la météo, mais je sais qu'ils balancent certains ballons où on en voit, c'est des enveloppes transparentes qui sont très immenses et ils mettent un peu de gaz à l'intérieur. C'est pas gonflé complètement pour faire en sorte qu'en fait que le ballon monte à une certaine altitude, mais en fait qu'il flotte entre deux altitudes et il fasse le tour du monde comme ça. Alors, ouais. je ne vois pas après il y a certainement un sens à ça, mais j'avoue que je me suis jamais penché sur ce sujet-là. Ok. Alors, tu as merci beaucoup et bonne chasse. Pas de questions, mais merci beaucoup. Super intéressant. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci Fred, très intéressant. Voilà une radiosonde, à quoi ça ressemble. Que vous voyez directement. Voilà, alors, vous avez sur chaque radiosonde, vous avez un petit QR code. Et quand vous flashez ce QR code, ça vous emmène sur le site de Météo France et il vous dit quoi en faire. Alors, il vous dit ce que c'est et ce qu'il faut en faire. Alors, ils vont vous dire, bah voilà, faut la dépioter, faut trier les piles d'un côté, l'électronique de l'autre, etc. Voilà. Donc, par rapport à ma main, ça vous donne un peu la dimension. Et ça fait 36 grammes. Alors, sympa le deck radio, Fred. Merci beaucoup pour la présentation. Vive la chasse au renard. Ah oui, je fais une chasse au renard dimanche matin, j'en organise une. Hein. Ça intéresse qui sont dans le coin. Sur Ah, le plateau de Vitrolles, j'organise une chasse au renard. Il y aura 5 balises 80 mètres, c'est-à-dire sur le 3,5 à trouver. Il y a 5 balises sur le 144 et il y aura aussi une radiosonde programmée. Une waouh. radiosonde qui a été reprogrammée sur le 400, je ne sais plus quelle fréquence, il faudrait que je regarde sur mes papiers. Le 432, 200, je crois, quelque chose comme ça, 433, 200. Et pour ceux qui veulent s'entraîner. Voilà, donc j'organise ça. Rendez-vous sur le plateau de Vitrolles, au pied de la tour de l'aviation civile, et à 9h30. Voilà. Et c'est parti pour celui qui veut s'amuser à rechercher une chasse au renard et une chasse à la radiosonde, c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça sera le 11 avril. D'accord. Et il y aura 4. Alors, c'est spécial débutant. Et il y aura 4 renards à aller chercher. D'accord. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça une chasse au renard, mais on ne chasse pas le renard, hein, je vous rassure. C'est dans notre jargon, on appelle ça, mais en fait, on chasse des balises voilà, qui sont planquées. Qui sont planqués dans la forêt ou dans des fourrés, choses comme ça. Et puis, bah, c'est la même chose. On chasse à la bio, comme je le disais tout à l'heure. On a une antenne directive et puis bah, on oriente son antenne jusqu'à ce qu'on trouve le signal le plus fort. Et moi, c'est pareil, j'expérimente cette fois-ci aussi une chasse pour débutants. Il y a des coupes à gagner en plus pour le premier, deuxième et troisième. C'est l'apéro qui sera offert, Ah, j'arrive. sans alcool. Ah, je reste chez moi. Notre département qui organise ça. Ah, c'est bien. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Bon, bah voilà les copains, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous voulez m'envoyer un message, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, etc. Mon adresse mail, c'est mon indicatif radioamateur, f5ozk@free.fr. Voilà. Et vous pouvez hésiter. Enfin, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez sur ma page de qrz.com, là, vous avez le lien de mon adresse mail si vous l'oubliez. Enfin voilà, on ne sait jamais si vous avez une question qui vous revient par la suite. Ou si vous êtes dans le secteur en vacances dans le sud un jour et puis que vous voulez qu'on chasse ensemble, ça sera avec grand plaisir. Voilà, si ça se présente,
que moi, cet été, je pars aux États-Unis avec un peu de chance, parce que je sais de mémoire, je crois qu'il y a un centre de tir à Boston et j'aimerais bien ramener une radiosonde américaine. Tu peux en ramener deux, s'il te plaît? Ah ben, je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai failli en ramener une, j'étais allé sur New York, j'ai failli en ramener une, mais malheureusement, on n'avait pas de voiture de location, donc j'ai pas pu y aller. Mais elle n'était pas très très loin, et ça m'embêtait de prendre le métro ou le bus pour aller la chercher. Mais c'était sur le point d'en ramener une. Mais cette année, on aura de quoi se déplacer. Je pense que, avec un peu de chance, j'aimerais bien en rapporter une pour souvenir. Alors, écoute, j'espère pour toi que tu l'auras et puis ce sera avec un grand plaisir que tu me la montreras. Oui, enfin, je pars pas que pour ça, hein. C'est accessoire, c'est si j'ai le temps, c'est si voilà, j'emmènerai mon petit pocket avec Ah, moi. On sait jamais, t'as Christophe qui te fait une proposition, j'irai à Marseille quand il y aura des chocolatines. ouais, bien sûr. Mais on a que des chocolatines ici. En tout cas, merci à toi. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez intervenir, les gars, là? Soyez pas timides. Vous pouvez poser toutes les questions, après il sera plus là. Ouais, après je coupe, hein. Non, bah, il n'y a plus rien. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir reçu. Je ferai une autre conférence à la fin du mois, mais cette fois-ci sur un autre thème qui sera sur celui des jeunes indicativés. Je dis pas des jeunes radioamateurs, je dis des jeunes indicativés. Oui, Là, il y a tout un sujet à débattre et qui est bien plus important que celui des radiosondes parce que quand on obtient c'est sa différent. nouvelle licence, ben après on sait pas quoi faire. On sait pas quoi acheter, on sait pas sur quoi se lancer. Voilà, je dis toujours en exemple, on passe son permis de conduire, c'est bien, mais au permis de conduire, ils vous apprennent jamais à remplir un constat ou changer une roue de secours. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Voilà, donc là, c'est un petit peu le but du thème. Ouais, c'est bien. Ça, c'est... Moi, j'ai hâte de De le vivre. de le voir, cette conférence. Tu la remets en ligne? Là, je te l'ai envoyé par mail, Ah hein. oui, je sais, oui. Moi, je l'ai vu. Je sais tout ce que tu vas dire dessus. Ah bah, voilà, bah, si tu veux le faire, hein, tu as le slide, t'as plus qu'à jouer. Voilà, bah, je vais t'envoyer celui des radiosondes, là, si ça t'intéresse. Ok, bah, je le remettrai directement également. Et puis bah, pour ça, il faudrait qu'on retravaille sur deux, trois trucs là ensemble. Mais laisse-moi finir mon AG et je te rappelle la semaine prochaine si j'y pense. Mais je vais penser à toi. T'inquiète. Bon, Merci bah, Fred. Merci Fred pour la présentation, c'était super. merci à vous d'avoir tenu le coup jusqu'au bout parce que je suis un peu pipelette et voilà, j'espère que ça vous a apporté l'envie de le faire et des petites choses en plus, quoi, on sait jamais. Ah, Ah c'était bah oui, très oui. intéressant. C'était très intéressant. J'ai moi-même monté une station à l'ouest d'Amiens, là, et je fais le suivi des ballons également. Ah, t'as un auto RX chez toi, bah c'est bien ça. Voilà. Mais t'as jamais fait de chasse. Comment? Tu n'as jamais fait de chasse. Non, pas encore, pas encore. D'accord, ok. Eh ben, J'y écoute, pense, j'y pense. c'est bien. C'est déjà un beau pas en avant d'avoir mis un auto RX en place parce que ça, il faut avoir quelques petites connaissances en informatique, en bidouille, monter l'auto RX, voilà, tout ça, c'est pas Ouais, aussi simple que ça. Et ça demande une certaine réflexion et c'est une autre facette de la chasse à la radiosonde qui fait que voilà, on s'intéresse à la fois à la technique et à l'informatique en plus du terrain, quoi. tout à fait. C'est Et assez. il y a un sujet aussi que tu n'as pas abordé, c'est les ballons amateurs aussi. Il y en a certains qui reprogramment les sondes et puis qui les relâchent aussi. Oui. Alors, fut un temps, nous, dans le 13, on le faisait. Ouais. On appelait ça la bouffigo. Et les bouffigo, on a, bah, d'ailleurs, si vous allez sur, sur YouTube, vous marquez Bouffigo, je crois qu'on a dû en lancer une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Et tous les ans, donc c'est au Radio Club. Alors, on était chargé de. Alors, il y en a un qui préparait la nacelle, l'autre qui préparait le module qui allait dedans, l'autre qui concevait le parachute, l'autre qui achetait le ballon, on achetait le gaz. Enfin, on faisait le truc nous-mêmes. Et moi, je m'occupais plutôt du compte-rendu vidéo, hein. Moi, c'était plutôt ça mon kiff. Et on montait dedans aussi une petite caméra, une petite GoPro, ce qui veut dire que quand la nacelle prenait de l'altitude, bah, en plus on avait l'image. On mettait un module, un PRS dedans, donc on pouvait le suivre. On était complètement indépendant, quoi. Et c'était vachement intéressant. Mais on ne le fait plus parce que il n'y a plus autant de motivation qu'avant. Et les technologies ont bien évidemment changé entre-temps. Mais ça a été une phase pour notre département qui était très, très intéressante.
Il y a un radio club dans le Nord aussi, je crois, qui fait ces choses-là. Donc, il faut aussi se rapprocher d'eux parce qu'ils font des choses qui sont très intéressantes aussi. Et moi, j'ai été contacté il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, par un professeur qui était parti justement chercher une radiosonde qu'il n'a jamais trouvée du reste. Mais j'ai pu prendre contact avec lui et on s'est rencontrés. Je l'ai fait venir au Radio Club. Et lui, il avait dans le projet, justement, dans le cadre de ses élèves, de faire, de faire comment dirais-je, un ballon sonde lui-même dans le cadre des études. Et puis en fin d'année, de lancer ce fameux ballon. Mais je lui ai dit, mais vous savez, on balance pas un ballon comme ça, on lâche pas un ballon comme ça dans l'atmosphère sans des dérogations spécifiques derrière. Il faut prévenir la DGA, il faut prévenir l'aviation civile, il faut avoir des autorisations. Il vous donne des heures spécifiques pour le lancer. On peut pas lancer un ballon n'importe quand, n'importe comment. Et quand on balance un ballon en dehors des heures, c'est-à-dire des heures midi et minuit, ben là, il faut que l'aviation civile soit prévenue, il faut que le trafic aérien des aéroports de proximité soit prévenu qu'il y a un engin qui est un ovni, on va dire ça comme ça, qui risque d'être dans leur trajectoire. On est obligé de mettre un déflecteur radar qu'un ballon sonde ne met pas, parce qu'il faut que l'avion puisse aussi détecter qu'il y a un objet dans sa trajectoire. Enfin voilà, il y a tout un tas de procédures derrière. Ça se fait, c'est pas aussi simple que ça. Et quand j'ai expliqué ça au professeur, il est un petit peu tombé sur sa chaise, mais voilà. Après, il existe des groupes. Il y a ballon, haute altitude. Enfin, il existe plusieurs groupes comme ça qui ont des connaissances. Il y a F5 GAV, je ne me rappelle plus trop de son indicatif, qui est très doué aussi sur le sujet, qui peut très bien nous renseigner là-dessus. Si vous avez des écoles dans votre secteur qui veulent se lancer dans l'aventure, il peut vous aider. Quand on envoie du gaz dans un ballon, il y a un certain, ça c'est même pas des mètres cubes, c'est des litres. Il y a un certain nombre de litres à mettre dedans. Il ne faut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Parce que le ballon, si on gonfle de trop, ben, il va éclater plus tôt que prévu. Si on gonfle pas assez, ben, il va monter trop haut, il risque de planer. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'études derrière et on ne peut pas balancer un ballon sur son jardin comme ça. Hein. C'est ce que tu veux savoir. Le gars que tu parles, c'est F6 AGV, Alain? Et voilà, c'est ça. Ouais, F6 AGV et que maîtrise très très bien le sujet. Tu peux toujours te rapprocher de lui si tu veux faire un truc avec un lycée technique ou même des étudiants en terminale qui se trouvent à proximité de ton domicile. Ça peut être quelque chose d'intéressant. ouais, je suis en contact avec lui, mais bon, les écoles, apparemment, ça ne l'intéresse plus de trop. Ah ouais? Ouais. Et c'est lui qui fait le lâcher du ballon stratosphérique demain à Coulanges-les-Nevers. D'accord. Et je pense qu'il y aura une caméra dedans. Ça doit être sympa. Ah, bah, ça c'est bien. Mais bon, je pense qu'il a dû avoir tout un tas d'autorisations derrière pour pouvoir faire ce vol et tu ne balances pas un ballon comme Oui, ça bien sûr. Bien aussi sûr. facilement. Voilà les copains. Bon, Jean-Luc, tu n'étais pas endormi, c'est bon? Non, non, c'est bon. Bon. Voilà, ben, j'ai rien de plus à rajouter. Si vous le permettez, ben, je vais couper là et puis on va aller faire dodo parce que j'ai une rude journée aujourd'hui. Hein. Pas la retraite comme ça. Hein. Merci d'avoir répondu à mon appel directement, ça m'a fait super plaisir. Mais y a pas de Et quoi. puis, et puis je te dis à très bientôt, Fred. Merci à Ok, toi. allez, tu feras une bise Nadine pour moi et puis bon week-end à tous. Ça marche. Salut, salut. Allez, ciao. Ciao. Ciao.